Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est comme un broken record, comme on dit en anglais. À tous les épisodes, Salim, on rappelle aux gens de nous donner un petit coup de main, d'aller abonner sur, évidemment, YouTube, sur toutes les autres plateformes audio, les médias sociaux. Ça nous aide énormément. On est très reconnaissants puis on vous aime. Salim, comment ça va? Écoute, ça va. On a passé vite l'intro parce qu'on a un invité. Ça va très bien, ça va très bien. Effectivement, écoute, George, c'est jamais arrivé qu'on fasse un invité une deuxième fois. Ouais. Bon, on l'a jamais exclu, mais pour la première fois, on va recevoir quelqu'un pour la deuxième fois. Et c'est nul autre que Éric Duhem. Bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est un honneur 2 fois. Mais ça fait quand même longtemps. Là. Ça fait 1 an et demi. Ouais. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ma dernière visite dans vos studios. Ben oui, ben ça nous a fait très plaisir de te recevoir il y a effectivement 1 an et demi. Puis ça nous fait tout autant plaisir de te recevoir cette deuxième fois. On a bien des choses à discuter. Faut que tu dises nous recevoir, puis je suis pas tout seul aujourd'hui. C'est vrai! Ouais. On a, là, vous la voyez on a pas, 2 mon invité de Marc qui est derrière moi. D'ailleurs, Éric, tantôt, il me texte, est-ce que je peux venir avec Mia? Mais moi, je savais c'était qui Mia, pourtant, je l'avais jamais rencontrée. Le Québec la connaît. Mais le Québec connaît Mia. Mia, c'est le chien, la chienne d'Éric. Là, si tu voilà. La voix, ben oui, elle est là, elle est belle. Là, elle est belle. Ah, l'onde voix. Tu vois, ça, c'est des affaires que tu peux pas faire en studio, là, à Radio-Canada. Tu peux pas rentrer avec ça en studio. Non, tu vois. Mais pendant la campagne électorale, elle était quand même dans l'autobus de campagne avec moi, avec tous les médias. Et voilà. Ouais, ça, c'est vrai. C'est la première chienne au Québec qui a fait une tournée électorale dans le bus. Ah, ben, c'est magnifique. Puis aujourd'hui, c'est la première. Est-ce que c'est la première fois qu'un chien vient dans vos studios aussi? Bon, ouais. Tu vois. À l'exception du mien, mais lui, on le laisse pas trop descendre ici, là. Ouais, il saute partout. Éric, on va se tutoyer, oui. si ça te dérange pas. J'aurais tellement aimé, puis on a tellement parlé de Éric Duhem sur ce balado-là. Et bon, les gens, ils connaissent évidemment nos couleurs politiques, mais ils seront pas surpris quand je vais dire que j'aurais tellement aimé commencer cet épisode-là en souhaitant la bienvenue au député d'Arthabasca, Éric Duhem. J'aurais tellement aimé ça. Et pas parce que, tu sais, moi, les gens connaissent, je vote pas Parti conservateur, mais pour moi, comme geek de la politique qui observe ça un peu, à une époque où le parti qui gouverne est en train de quasiment disparaître de la map, ça aurait été tellement intéressant de voir l'entrée de nouveaux partis au Parlement, juste à cause de ça, de cette dynamique-là. Puis c'est justement de ça qu'on parle beaucoup là, sur ce balado-là. J'aurais tellement voulu ça. Mais Georges, c'est pas juste en tant que geek de la politique que tu aurais voulu ça. C'est en tant que démocrate d'abord et avant tout. Sure. On représente quand même 530 000 Québécois qui n'ont pas de voix à l'Assemblée nationale. Et c'est pire que ça. Sur un paquet d'enjeux, c'est pas juste le Parti conservateur pour le Parti conservateur, c'est encore moins Éric Duhem. Là. Prenez plein d'exemples dans l'actualité du jour ou à peu près. Là. Quand on parle des véhicules électriques obligatoires d'ici 2035 avec des quotas de 20 % présentement, 32 % comptés du 1er janvier prochain, alors que le Canada vient complètement d'abandonner les quotas. Mark Carney vient de mettre la hache là-dedans. Bien, il y a 63 % des Québécois qui sont d'accord avec moi, puis il y a 100 % des députés à l'Assemblée nationale qui sont de l'autre côté, qui représente le 37 %. La distorsion démocratique n'est pas juste à l'endroit du Parti conservateur du Québec. Je pourrais donner d'autres exemples. La taxe carbone, c'est la même chose. On a une majorité avec nous. Le privé en santé, il y a un fort pourcentage de Québécois qui est rendu là. L'exploitation de nos ressources naturelles, de notre gaz naturel au Québec, il y a un fort pourcentage de Québécois qui n'est pas représenté. La gestion des finances publiques actuelles, le déficit zéro, toutes les mesures très conservatrices. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire entrer cette idée-là? Moi, c'est pour ça que j'avais de la peine le 11 août. Je pense que vous l'avez vu. J'y ai cru vraiment dans Arthabasca qu'on allait gagner. On a monté notre pourcentage. On est passé de 24 à 35 %, ce qui est quand même important là, dans une élection partielle. On s'était dit au départ, on a besoin de 11 000 votes pour gagner. Le PQ avait eu 10 000 votes dans Terrebonne, rappelez-vous, l'élection partielle juste avant, puis ils avaient gagné avec plus de 50 % des votes. On s'est dit avec 11 000 dans une lutte à 3 avec les 2 autres partis qui font relativement bien, l'affaire va être ketchup. On a fait plus de 13 000 votes puis on a perdu. Ce qui s'est produit dans Arthabasca, évidemment, c'est
Ils se sont tous ralliés vers le Parti québécois. Les 4 partis se sont unis. Le Québec solidaire est passé de 9 à 1. Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus chez nous, je vous avertis tout de suite. Les libéraux qui étaient à 15 une semaine avant le vote, quand on a ouvert les boîtes, ils étaient rendus à 9. La CAQ est passée de 52 à 7 oui, ils sont impopulaires, la CAQ, là, mais dans leur meilleur comté, ou 1, 2, 3, 4 meilleurs comtés au Québec, quand même ils sont pas à 7. Là. Ouais. Donc, Alors, comment t'expliques ça? Pourquoi il y a eu comment dire, le vote s'est coalisé de manière à faire élire le Parti québécois? C'est un peu surprenant, mais en même temps, ça ne l'est pas. Parce que sur plusieurs enjeux, le Parti québécois puis le Parti libéral, le Parti Québec, la CAQ puis Québec solidaire, ils ont les mêmes positions. Sur tous les enjeux dont je viens de vous énumérer, les 4 partis représentent quand même des forces un peu plus à gauche. Et ces gens-là se sont unis, non pas, je ne sais pas si c'est bien, se sont unis non pas pour... pour leur parti de cœur, puis leur parti naturel, ils sont d'une élection partielle, puis il faut empêcher Éric Duhem d'entrer à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le PQ faisait campagne ouvertement pour ça. Quand il connaît aux portes, c'était « il faut empêcher Duhem de rentrer à l'Assemblée nationale. Bouchez-vous le nez, votez pour nous ». C'était ça, la campagne du Parti québécois dans Arthabasca. Ça n'a pas fonctionné dans 14 des 16 municipalités, c'est-à-dire toutes les municipalités rurales, mais ça a fonctionné très bien à Victoriaville et c'est là où on a perdu. On a mordu la poussière. Est-ce que celui qui a été ton adversaire et donc celui qui s'est fait élire député d'Arthabasca, Alex Boissonneau, oui. Est-ce qu'il est réellement de centre droit? Parce que lui, quand il est arrivé, dès le début de la campagne, il dit ce centre droit. Alors, tu vas me dire, t'es un peu biaisé, là, c'est sûr que pour toi... Non, mais je vais prendre des faits objectifs. Ouais, c'est ça. Oublie la politique. Oui, c'est ça. Soyons objectifs. Le gars, on le sait, là, ça a défrayé la manchette dès qu'il a annoncé sa candidature. C'est un gars qui était à la tête d'une organisation d'extrême gauche violente, Germinal pour pas la nommer, qui a fait 42 jours de prison parce qu'un juge a considéré qu'il était un danger pour la société. Il a été reconnu coupable au criminel. Rappelez-vous, oui, il a eu son pardon quelques années plus tard, mais il a plaidé coupable à des accusations criminelles de complot. Il a été arrêté avec des explosifs, lui et sa gang. Donc, il partait pas disons qu'il n'y a pas un background de droite. Là. Je n'ai pas beaucoup comme ça dans mon comté. Explosifs, c'était-tu vraiment des explosifs ou c'était des cocktails Molotov? Là, il voulait faire des cocktails Molotov. Il avait discuté de ça même avec un agent infiltré de la GRC là, qui a témoigné d'ailleurs dans le procès. Oh, wow! Tu vois, il y a des mots qui me manquent. Mais dis-moi, attends, je vais continuer avec ça parce que ça, c'est arrivé plusieurs années plus tard. Il est sur Facebook. Et il louange Fidel Castro. Je vais juste vous rappeler ça. Là. Évidemment, le PQ a effacé son compte Facebook où il a louangé ça avant même qu'il soit candidat, là, mais ça existe. Là. Puis il y a eu des gens qui ont eu le temps de prendre des captures d'écran avec le PQ l'efface. Donc, plusieurs années plus tard, il louangeait Fidel Castro. Puis moi, dans un débat contre lui pendant la campagne électorale, quand je parlais de privé en santé, il me citait des études de l'IRIS pour être contre le privé en santé. L'IRIS, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est c'est le think tank de Québec solidaire. Grosso modo, idéologiquement, là. Et donc, monsieur cite des communications de l'IRIS. Moi, je l'ai vu parce que je suis allé souvent dans son... il était comme vous, là, il animait une émission à Québec pour Radio-Canada. Je suis allé dans son émission. J'ai jamais eu l'impression que j'avais un animateur de centre-droit devant moi. Là. Je peux juste vous dire ça. Là, le gars était pro-tramway, anti-troisième lien, dans des thèmes de Québec qui sont pas du tout à droite. Fait que, il est arrivé en campagne de façon opportuniste. Ça servait bien de dire qu'il était de centre-droit, mais j'ai pas vu le début du commencement d'une idée de centre-droit qui émerge de ce gars-là, sauf quand il est question d'immigration. C'est sûr que sur cet enjeu-là précis, il semble avoir un penchant particulièrement contre l'immigration par rapport au Parti québécois aussi de façon générale, mais lui en particulier. Donc, peut-être que c'est ça qu'il considère être de centre-droit. Alors, juste un petit élément là. Est-ce que tu crois, toi, en la réhabilitation? Admettons, je veux dire, OK, il a été condamné, il a eu un pardon. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu crois en la réhabilitation? Puis deuxièmement, est-ce que tu crois aussi dans le fait qu'une personne peut quand même aussi évoluer dans ses idées politiques? Parce que peut-être qu'il était effectivement à gauche dans le passé, mais peut-être qu'il y avait une volonté de revenir un peu plus à droite. Bon, ensuite, peut-être que pour lui, la droite est plus identitaire ou donc, je sais pas, moi, sur des sujets plus identitaires que économiques, alors que toi, c'est peut-être l'inverse, je sais pas. Là. OK. Deux choses. Pour répondre à ta première question, est-ce que je crois à la réhabilitation? Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a eu ensuite d'autres indications qui faisaient encore partie de l'extrême gauche? Bien après, oui. Et ça, le Parti québécois n'a jamais répondu à ça. La deuxième chose, est-ce que je crois que les gens peuvent changer d'idée? Oui. Est-ce que je pense que lui a changé d'idée? Non. Puis,
s'il est de centre-droit, comment ça se fait qu'il a fait campagne contre pour la taxe carbone puis pour le fonds vert? Comment ça se fait qu'il a fait campagne contre le privé en santé puis qu'il citait l'IRIS? Comment ça se fait qu'il est contre l'exploitation responsable de notre gaz naturel au Québec? Comment ça se fait qu'il ne se joint pas à moi pour dénoncer le gaspillage puis dire qu'il faut ramener l'équilibre budgétaire rapidement? Comment ça se fait qu'il se présente pour un parti qui veut dépenser? Je vous rappelle, la croissance des dépenses à la dernière campagne électorale, le Parti québécois proposait des dépenses 7 fois plus que la CAQ là, au niveau des nouvelles dépenses. Là. Juste vous rappeler ça, c'était équivalent ou à peu près avec Québec solidaire, ce que le Parti québécois a promis en campagne électorale. J'étais chez Lacaire Ford à Victoriaville pour parler justement de l'interdiction de la vente des véhicules à essence. Lui, il défendait ça. Le Parti québécois est pire que la CAQ. C'est pas en 2035 qu'ils veulent éliminer les voitures à essence. 2030. C'est en 2030. Donc, je veux dire, pour un gars de centre-droit, sur quoi il est à droite? Ouais. Je veux dire, c'est bien beau de dire je suis de droite. Là, moi, je pourrais dire je suis un extrême gauche. Mais avec les politiques que j'ai, tout le monde va rire de moi si je dis ça, mais je pense qu'il faut faire la même chose quand M. Boissonneau dit qu'il est de centre-droit. Mais de toute façon, regarde, il est élu. Il n'y a rien qu'on ne peut changer maintenant. Non, il est élu. Mais la prochaine campagne, il est loin d'être élu. Là. Je veux dire, ça va être une campagne intéressante. Intéressant. Ouais. Donc, pour toi, 2026, c'est pas... Ça va pas être une marche dans le parc, moi, comme on dit. Moi, je pense que celles et ceux qui ont voté conservateur vont voter conservateur. Mais les solidaires, les libéraux et les caquistes qui sont bouchés le nez pour m'empêcher de gagner, ils vont retourner à la maison. Là. Ils votent parce que je ne serai plus dans la circonscription. Pour eux autres, ça va être plus facile de voter pour un candidat. Donc, tu ne te représenterais pas, toi, dans je l'ai déjà dit là, que la prochaine... J'avais dit que si on m'élisait, si j'avais gagné l'élection le 11 août dernier, je serais resté dans Arthabasca. Ouais. Mais sinon, je vais retourner dans la région de Québec. Ouais. C'est intéressant parce que, et ça, c'est une autre chose qu'on mentionne assez souvent sur le balado concernant les élections partielles. L'élection partielle dans Jean Talon, qui a été gagnée par le PQ, tu parles à n'importe quel libéral, non-sens. Terrebonne, correct, c'est beau. Arthabasca, non-sens. Donc, et on se demandait souvent, bon, évidemment, il y a un vote stratégique. Ouais. On n'aime pas la CAQ, qui est le parti qui peut avoir les meilleures chances, donc on va se rallier. Et l'argument que nous faisons souvent sur ce balado, c'est dans une élection générale, je pense pas que ça va se reproduire. C'est pas la même dynamique. Ouais. C'est pas du tout la même chose. On l'a vu souvent, là, des élections partielles. Regardez que Toronto-Saint-Paul, ça a été l'élection partielle dont on a le plus parlé, c'est la scène fédérale. Les conservateurs l'ont emporté lors de l'élection générale, puis lors de l'élection partielle, pardon. Et puis au général, c'est revenu à la normale. Donc, c'est souvent ça qui se produit. Là. Au Québec aussi, il y a eu d'autres exemples là, où il y a eu des accidents. Moi, j'appelle ça un accident de parcours un peu, là, une élection partielle qui est... Les électeurs veulent envoyer un message. Puis là, c'est pas normal que les soldats, les libéraux et les caquistes se mettent tout à voter pour le PQ. Là. Écoutez, dans le comté d'Arthabasca, il y a un peu moins de 30% des gens qui sont en faveur de la souveraineté. Le Parti québécois a eu 46%. Il y a 40% des gens qui ont voté pour le Parti québécois qui voteraient non s'il y avait eu un référendum cette journée-là. Fait que ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup qui vont rester au PQ. Oui, mais d'ailleurs, même au fédéral, ils ne votent pas bloc, ils votent pas plus pour le bloc. Là. Ça, c'est l'autre affaire. C'est un peu, puis c'est ça qui est bizarre. Hein? On l'a vu au fédéral, tu as raison de souligner ça. Beaucoup de gens, pour bloquer Pierre Poilievre, des bloquistes, des souverainistes, des péquistes, se sont bouchés le nez puis ont voté pour Mark Carney, ont voté pour le Parti libéral du Canada. On n'aurait jamais vu ça dans l'ancien monde. Là. Les gens qui ont un petit peu de cheveux blancs comme moi se rappellent qu'à une époque, un rouge, c'est un rouge, puis un bleu, c'est un bleu. Là. Il n'y avait pas moyen de faire voter un libéral pour le PQ, puis un péquiste pour un libéral, encore moins fédéral. Mais là, aujourd'hui, ça se passe. Et c'est là que je vous dis que la politique est en train d'être redéfinie. C'est la preuve que le Parti conservateur est en train de polariser sur un autre axe tellement fort que les vieux frères ennemis deviennent des frères jumeaux. Mais ce que j'essaie aussi de dire, c'est que la population d'Arthabasca au niveau provincial, son équivalent à peu près au niveau fédéral, c'est quand même un conservateur du PCC, du Parti conservateur du Canada qui a gagné, Éric Lefebvre, un ancien caquiste. Donc, c'est intéressant. Là. On peut pas. Oui, non seulement c'est intéressant, mais on peut pas dire. On peut pas dire que c'est un parti souverainiste, le PCC, pardon. Mais donc, je veux juste te dire une chose. Éric Lefebvre a été élu à quel pourcentage? 35% des voix. J'ai eu quel pourcentage? 35% des voix. Mais lui, il a passé pourquoi? Parce que le vote s'est divisé entre les libéraux et le Bloc au fédéral. Moi, ils se sont tous unis, les péquistes. Ils se sont tous unis derrière le Parti québécois. C'est ça la différence qui s'est passée dans Arthabasca. Mais parlons justement de ça. Parce que, bon, on parle de partiel. Évidemment, c'est dur à comprendre. Il y a des votes stratégiques qui se sont faits. Bon, on met ça de côté, puis on parle de la générale qui arrive quelque part l'année prochaine.
pour moi, OK, comme observateur, tu sais, un point d'interrogation là, que j'ai, c'est est-ce que Éric Duhem, est-ce que le Parti conservateur a assez de concentration de vote pour réussir justement à pénétrer l'Assemblée nationale, 1, 2, 3, 5 députés, whatever. T'sais. On regarde les sondages, des fois ça compte, des fois ça compte pas, c'est une image dans un certain moment. J'ai l'impression que oui, il y a de l'appui en région, comme tu viens de mentionner, mais est-ce que c'est assez concentré pour faire la surprise? Écoute, là? Ce qui est le seul indicateur qu'on a entre les élections qui est fiable, qui est scientifique, c'est Québec 125. Au Québec, là, c'est parce qu'il n'y a pas de sondage par circonscription entre les campagnes électorales. Eux, ils ont des algorithmes, puis ils ont toutes sortes de calculs. Là. Philippe Fournier calcule tout ça. Présentement, ils nous donnent quoi? 7 comtés, je pense, où ils nous mettent en avance. Donc, certains, 3, 4, qu'on est très, très en avance. Évidemment, ça reste à confirmer. Ça reste, comme tu dis, on peut avoir des surprises. À la dernière élection, on fonctionnait à l'aveuglette. Tu comprends que les conservateurs, ça n'avait pas existé depuis 100 ans. Là. Oui, mais à la dernière élection, Éric, on te donnait quand même quelques comtés aussi. Oui, mais nous, là, on n'avait aucune idée où ça levait et où ça levait pas. Moi, je pensais jamais qu'on allait finir à 23-24 % dans le comté le moins francophone au Québec, dans Darcy-McGee, qu'on aurait plus de votes que dans Vanier à Québec. J'ai jamais pensé ça. Là. Il y a des comtés où, en Estrie, dans Mégantic, où on a eu un très fort pourcentage des votes. Si on ne l'avait pas vu. Alors qu'il y a des circonscriptions, je viens de parler de Vanier ou Charlebourg, on pensait qu'étant donné qu'ils sont dans la région de Québec, ça allait être plus fort. Fait que c'était très difficile. On fonctionnait à l'aveuglette. On partait avec une feuille blanche. On n'avait pas d'antécédents comme les autres partis où tu as plusieurs élections, où c'est facile d'analyser. On n'avait pas de pointage historique non plus. On n'avait aucun data. Donc, on y allait là, au pif. Et on n'a pas concentré parce qu'on ne savait même pas où était notre concentration. La prochaine élection, ça va être différent. Là, on a du data, là, on a de l'expertise, là, on sait où sont nos électeurs, on les connaît mieux qu'on les connaissait à la dernière campagne électorale. Fait que je pense que notre campagne va être beaucoup plus ciblée en 2026 qu'elle l'était en 2022. Qu'est-ce qui a changé en termes d'organisation? Tu as mentionné quelques éléments, mais en termes de préparation, ça s'en vient. Là, oui. L'année est presque terminée, puis là, on rentre en préparation électorale. Bien, écoute, juste pour vous donner une idée, là, il y a 1 an avant l'élection de 2022, je venais de me faire élire chef du parti. On avait 400 piastres dans les coffres. Aujourd'hui, on a quelques millions. On avait 15 000 membres. Aujourd'hui, on en a 63 000. On avait 0 candidat de trouvé. Aujourd'hui, j'estime qu'il y en a 40-50 de la dernière gang qui va se représenter, puis il y a d'autres comtés où on a déjà identifié des gens. On n'avait aucune association dans une circonscription. Aujourd'hui, on doit en avoir une centaine sur 125. Donc, on ne part pas de la même place, OK? La game, elle va être différente. J'avais aucun employé. Aujourd'hui, j'en ai 4-5 autour de moi. On n'avait aucun budget du gouvernement qui nous venait. Aujourd'hui, on a des fonds de 1,5 million qui rentrent par année du DGEQ parce qu'on a eu des votes à la dernière élection. Donc, on n'est pas du tout au même endroit qu'on était 1 an plus tôt. Puis on a surtout l'expérience de la dernière campagne. Ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante. Puis c'est pour ça que moi, je regarde toujours les nouveaux chefs, là, puis les partis qui arrivent avec des nouveaux organisateurs, des nouveaux candidats. C'est toujours plus dangereux. Là. Québec solidaire qui brasse beaucoup la soupe présentement, le Parti libéral qui vient de changer beaucoup de monde. Tu arrives en campagne électorale, ta première élection comme chef, là, puis je le sais, je l'ai vécu, là, même si j'avais vécu beaucoup de campagnes comme conseiller politique, quand t'es chef, t'es en avant, puis c'est toi qui es au débat des chefs, puis c'est toi tous les jours qui est dans l'autobus puis qui donne le beat, là, c'est un autre paire de manches. Et l'expérience que j'ai acquis, là, il y a juste moi et Paul Saint-Pierre Plamondon qui va l'avoir dans la prochaine campagne électorale. Les autres partis partent avec une feuille blanche. Et ça aussi, je pense que ça va être un avantage comparatif qu'on va avoir. En termes d'appui populaire, nous, ce qu'on a remarqué la dernière campagne, évidemment, il y a eu toute une vague de frustration suite à la COVID, les restrictions, toute cette affaire-là qu'on a discuté d'ailleurs la dernière fois que tu étais venu. C'est cette frustration, de mon point de vue, qui a donné un peu le vent dans les voiles au Parti conservateur. C'est ça qui a fait que je me suis lancé en politique. Je ne serais même pas devant vous aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ça. Est-ce que cet appui populaire-là existe toujours ou est-ce qu'on a comme un gap dans l'appui conservateur qu'on ne sait pas où il va tomber? Est-ce qu'il va retourner à la CAQ, aux libéraux? Est-ce qu'il va demeurer aux conservateurs? C'est une bonne question. C'est comme un groupe d'électeurs qui est comme flottant. C'est juste la façon que je vois, je ne sais pas. Faut retourner à la crise puis comprendre pourquoi on est devenu conservateur, puis pourquoi je suis allé en politique, puis pourquoi il y a eu 530 000 personnes qui ont voté pour la première fois, ou à peu près tous, pour un nouveau parti. D'abord et avant tout, c'est pas un hasard qu'on se soit retrouvé contre les mesures de Legault puis que les 3 autres partis étaient en faveur.
on est des gens qui croyons davantage aux libertés individuelles. On est des gens qui n'aimons pas les gouvernements qui contrôlent. Et ça, oui, c'était vrai pour les mesures sanitaires, mais c'est aussi vrai pour ce qui se passe actuellement. Quelqu'un qui croit aux libertés individuelles, il n'aime pas se faire dire qu'il n'a pas le droit d'acheter un véhicule électrique. Il n'aime pas se faire dire qu'il va payer plus de taxes puis d'impôts puis que son travail, il va y en rester moins à la fin de la semaine dans ses poches. Il n'aime pas se faire dire qu'on n'a pas le droit au Québec d'exploiter nos richesses puis qu'il faut importer 100% des hydrocarbures qu'on consomme chez nous. Il n'aime pas se faire dire que le gouvernement doit créer des superstructures puis engager des Top Guns. Puis il aime se faire dire que sa santé, c'est son choix puis il peut aller à l'hôpital privé s'il veut. Donc, les valeurs conservatrices fondamentales qui ont fait qu'on se soit rassemblés sur un thème en 2022 vont être les mêmes valeurs qui nous unissent en 2026, mais sous une autre tente. C'est-à-dire, ça va être des nouveaux enjeux. C'est sûr qu'on va parler beaucoup d'économie. Je vais parler du fiasco de Nordvolt. Je vais parler du fiasco de Lyon Électrique. Mais comment c'est que les 4 partis applaudissaient quand ils mettaient de l'argent là-dedans puis que moi, j'ai été le seul à me lever au jour 1 pour dire que ça n'a ni qu'une tête? Parce qu'on est le seul parti qui ne croit pas que le gouvernement doit taxer tout le monde pour favoriser quelques entreprises puis mettre des millions là-dedans. On ne croit pas aux subventions aux entreprises. Pas parce qu'il y a eu un fiasco, parce que philosophiquement, on ne pense pas que c'est le rôle de l'État de faire ça. Et donc, ces valeurs-là, je vais être encore le porte-parole de ces valeurs-là. Puis j'ai confiance que l'immense majorité de celles et ceux qui sont venus nous appuyer la dernière fois vont être là. Puis j'ai confiance aussi que des nouvelles personnes qui, dans la crise sanitaire, ont eu peur puis qui ont eu des opinions différentes, même plusieurs m'ont détesté à ce moment-là, vont venir s'ajouter parce qu'ils vont dire, c'est vrai que sur les questions économiques, je suis d'accord avec les conservateurs, puis moi aussi, j'ai des valeurs conservatrices. Ouais. C'est intéressant, tout ça, puis en même temps, je t'entends parler, mais sur certains thèmes, on pourrait quasiment dire que ce sont des valeurs libérales aussi. Libéral classique, en oui, fait. Moi, je me revendique d'être un libéral classique. Pablo Rodriguez, c'est pas un libéral classique, là. C'est un woke QS. Non, mais je suis un QS fédéraliste, faut le dire, là. Alors, là, vous riez jaune, mais c'est vrai. Non, mais il est revenu sur X, avez-vous vu ça? Oui, il était parti sur Blue Sky, puis il avait fait un gros chiard, il fermait son compte sur X, puis là, il est revenu. Je sais pas s'il a fait un virage à droite lui aussi, comme M. Legault, ou comme M. Boissonneau. Moi, je parlerai pas des positions, en tout cas de comment interprètent leurs positions les autres, mais en tout cas, moi, je me revendique d'un libéralisme classique. Donc, tu es plus au Parti libéral du Québec, c'est ça que tu vas me dire? Ou le Parti libéral du Québec est plus là où tu es. Disons ça comme ça. Ça, je pense que ça pourrait faire... En fait, je pourrais en parler, mais ça ferait l'objet d'un long épisode. Ben, j'aimerais ça le faire avec toi, celui-là. Je pense que tu le ferais pas pour les mêmes raisons que moi. mais tout ça pour dire, c'est très intéressant. Puis j'aimerais ça qu'on parle un petit peu du privé en santé. Oui. Et je pense que c'est plus pertinent que jamais. C'est pas un sujet nouveau. Non. Puisque il faut le donner. La DQ en parlait. Mario Dumont a parlé de ça pendant des années. Exactement. La DQ en a parlé pendant des années. Et en fait, c'est même assez ironique parce que à l'époque, le Parti libéral du Québec de Jean Charest était contre ça. Qui était proposé par la DQ. Oui, mais pire que ça, ils ont été devant la cour pour contester le jugement Shaouli qui ouvrait la porte au privé en santé. Les libéraux sont ceux qui ont amené devant les tribunaux pour que légalement empêcher qu'il y ait du privé parce qu'on avait gagné devant les tribunaux. Le docteur Shaouli avait été devant les tribunaux contester les lois qui empêchent justement d'aller au privé. Tu vois, c'est intéressant parce que tu vois, ça, c'est des petits bouts. Là, tu sais, ça sonne des cloches, mais j'arrive plus à... Mais tu vois, maintenant, tu me donnes des devoirs. Il va falloir que je revienne en arrière. Mais là où je voulais m'en aller, c'est que ce même Jean Charest, qui, dans sa course à la chefferie au Parti conservateur du Canada en 2022, était favorable à ça. Tant mieux, mais évoluer. Et donc, non, mais c'est ça, c'est mon point, en fait, c'est là que je m'en allais. C'est que je crois que c'est devenu plus pertinent que jamais. Pas que ça ne l'était pas nécessairement avant, mais parfois, ça prend qu'un fruit devienne mûr dans une société. Et ce fruit devienne mûr, ça veut dire qu'il y ait plus d'adhésion à ça. Aujourd'hui, j'ai comme un peu le sentiment que c'est le cas. Là, tu connais très bien Tasha Keredin. Oui. Tu as dû voir... Oui, j'ai lu son article dans la presse cette semaine. Exactement. Bon, alors, juste pour faire une petite explication rapide. Allez lire ça. Elle est allée au Vietnam pour avoir une IRM pour moins de 300 pièces. Et elle a envoyé son IRM
à son médecin à Toronto qui se dit « OK, tu reviens ici, on va te traiter rapidement. » Tu sais? Et une IRM... Sinon, elle aurait attendu pendant des mois. C'était ça, l'alternative. Une IRM qui, selon les médecins d'ici... Payer un montant... Non, mais tu peux même pas. Si t'as pas ta requête, tu peux même pas. Ouais, même si tu veux la payer. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est ça. C'est illégal. C'est quand même... Voilà, c'est quand même assez fou. Puis c'est ça le problème. Puis... D'après ces médecins, une IRM qui était plus avancée que ce qui est fait ici. Il y avait plus de détails sur son état de santé que l'IRM qu'ils font au Québec, au Canada. Exactement. Et ça, c'est sans oublier tous les échanges technologiques, etc. Alors qu'aujourd'hui, on envoie encore des fax dans notre système. Là, ouais. Donc, bref. Alors, Éric, je pense que je vais te starter là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'ouvrir un petit peu ça? Il y a des salles d'urgence, il y a des salles d'opération qui sont vides au moment où on se parle. J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, je vous le suggère, là, c'est juste amicalement, mais la prochaine fois, vous devriez recevoir Karim Elayoubi, qui est notre porte-parole en matière de santé. C'est un médecin à la chute qui est aussi président de notre commission politique et qui est beaucoup plus connaissant que moi sur la question, mais je m'y connais très bien aussi. Mais ça serait intéressant, si vous voulez aller vraiment en profondeur, ça ferait un super podcast. Là. Peut-être que c'est pour les initiés, mais vous aimeriez beaucoup entendre ce que Karim a à dire là-dessus. C'est lui qui a écrit notre plateforme en matière de santé. Cela étant dit, comment ça se fait au Québec que c'est difficile de débattre de cet enjeu-là? Parce qu'il y a une espèce de tabou. Puis c'est au Canada aussi, au Canada anglais aussi en passant, là, il y a cette même réticence-là de parler du privé en santé. Puis c'est peut-être même moins pire un peu au Québec d'en parler. Parce qu'au Canada anglais, en plus, il y a un aspect identitaire, croyez-le ou non, au débat, parce que plusieurs personnes considèrent que c'est ce qui fait qu'on n'est pas américain, c'est que notre système de santé est différent, puis on a un monopole public en matière de santé, puis ça fait partie des valeurs canadiennes, entre guillemets. Cela étant dit, il faut qu'on ait le débat. Il y a de plus en plus de pression sur le système pour qu'il y ait ce débat-là. Il y a une hypocrisie. Hein? Il y en a des cliniques privées. Là, vous en voyez plein autour de vous autres. Là. Moi, vous savez, là, j'ai eu un problème cardiaque en décembre dernier. Là, je suis dans mes suivis avec mon cardiologue. Là, il fallait que j'aille prendre des prises de sang, puis j'allais passer différents tests. Puis là, il m'a dit, ben garde, c'est soit que tu attends, puis je vais te booker un rendez-vous dans X mois, ou tu t'en vas au laboratoire chez Biron, là, chez Clinique Biron, puis ça va te coûter 3, 4, 500 $. Mais là, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai sorti ma carte de crédit, j'ai la chance d'avoir les moyens de le faire. Mais il y a bien du monde qui nous écoute qui n'ont pas les moyens. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis c'est sûr qu'on se fait toujours accuser de promouvoir le modèle américain. Hein? C'est toujours ça qu'on se fait dire. D'abord, le modèle américain, il n'est peut-être pas si monstrueux que ce qu'on essaie de véhiculer. Là. Quand tu vas en Floride puis tu regardes les panneaux publicitaires des hôpitaux sur le bord de l'autoroute qui te disent combien de temps d'attente dans leurs urgences, tu te dis, ouais, finalement, c'est peut-être mieux qu'au Québec parce que souvent, c'est 5 minutes, 12 minutes que pour des gens qui attendent 6-7 heures à l'urgence. Là, on voit qu'il y a une petite différence. Mais pire que ça, le modèle dont on fait la promotion, nous, au Parti conservateur, puis qui est compatible avec la loi canadienne sur la santé parce qu'il y a aussi des enjeux fédéraux, c'est les modèles scandinaves. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, en Suède? Tu as l'hôpital Goran, qui est un hôpital privé d'un côté de la rue, puis tu as un hôpital public de l'autre côté de la rue. Puis l'assurance est publique, c'est-à-dire vous avez une carte d'assurance maladie comme ici qui paye pour vos soins de santé. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous voulez payer parce que vous avez une assurance, comme bien des travailleurs, même au Québec, qui ont des assurances santé, tu peux aller directement au privé. Si tu n'as pas d'assurance puis tu ne veux pas payer, tu peux prendre ta carte et aller au privé à 2 conditions. Si le privé est capable d'offrir les mêmes soins que le public à meilleur coût, ce qui, quant à nous, arriverait, ou deuxièmement, si les délais au public sont déraisonnables, ce qui est le cas aussi au Québec. Là, quand tu attends 1 an pour une hanche ou 2, là, c'est pas normal. Donc, le système qui nous inspire, le modèle qui nous a qui a donné une naissance à notre plateforme électorale, c'est ceux-là. Puis là, je vous parle de la Suède, mais j'aurais pu vous parler du Danemark, de l'Allemagne. Il y a plusieurs pays européens qui ont des systèmes de santé beaucoup plus performants que le Québec. Puis c'est pas une question d'argent. Souvent, on se fait dire, oui, mais c'est parce que les Québécois n'ont pas les moyens. C'est pas vrai. On met une quantité phénoménale d'argent. C'est plus qu'1 milliard par semaine que les Québécois paient pour le système actuel. On n'en a pas pour notre argent. C'est pas une question d'argent. Puis, ce qui est décourageant, c'est que là, la CAQ avait proposé du privé en santé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière campagne électorale, ils nous avaient promis 2 hôpitaux privés. Ils ont même nommé Yuri Chassin comme porte-parole de ce dossier-là. C'était ce dossier dont il était en charge.
Louis Chassin, vous savez ce qui est arrivé. Vous l'avez même reçu à votre antenne il y a quelques mois. Il a sacré son camp de la CAQ. Puis la CAQ a passé le projet, la promesse électorale du privé en santé dans des chiqueteuses. Qu'en est-il des autres partis? Bien, écoutez, au dernier congrès de la CSN, Gabriel Nadeau-Dubois, qui était à l'époque co-porte-parole de Québec solidaire, était accompagné de qui? De Paul Saint-Pierre Plamondon pour aller parler contre le privé en santé. Et ils font campagne ouvertement pour un monopole public. Il y aurait peut-être même un deal avec les syndicats et le PQ pour protéger le monopole actuel, pour aller encore plus loin. Puis la CAQ, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le mandat aussi? Ils ont interdit, ils sont en train d'interdire, ils n'ont pas encore tout fait parce que le système aura encore plus de difficultés, mais ils veulent interdire toutes les agences privées, notamment pour le placement des infirmières dans les hôpitaux du Québec, dans les institutions de santé. Ils ont passé un projet de loi pour empêcher les jeunes médecins de pratiquer au privé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc, non seulement ils n'ont pas réalisé leur engagement d'augmenter le privé en santé, mais le peu de privé qu'ils ont fait, ils ont essayé de l'étouffer. Ils ont fait exactement le contraire de ce qu'ils avaient promis en campagne électorale. Puis pourquoi ils avaient promis ça en campagne électorale? Parce qu'il y avait un parti qui s'appelle le Parti conservateur du Québec qui était nouveau sur la scène puis qui commençait à prendre de l'ampleur puis qui voyait que le privé en santé, il y avait une certaine traction puis il y avait des Québécois qui étaient favorables à ça. Fait qu'ils se sont dit, on va clignoter un petit peu à droite, ça a l'air à fonctionner, on va aller chercher un petit peu de vote de ce côté-là. Puis quand ils sont arrivés au pouvoir, bien, ils ont tourné à gauche, comme M. Legault a fait sur un paquet d'enjeux, malheureusement, au cours des 7 dernières années. Tu l'auras compris, je suis quand même assez favorable au privé dans la santé. En tout cas, au privé, c'est-à-dire un système à deux vitesses, là où dans lequel le privé... Additionner la contribution du privé. Exactement. Pour offrir des meilleurs soins. Exactement, et toujours avec l'utilisation de la carte d'assurance maladie. Hein, donc, ce serait pas ce que d'autres essayent de faire croire que c'est. Non, c'est ça, exactement. Je suis quand même assez favorable, mais je vais quand même faire l'avocat du diable pour le bien de la discussion. Est-ce que, par exemple, plus de privés, notamment des cliniques privées et autres, est-ce qu'on ne risquerait pas d'avoir des médecins qui pourraient aller juste vers le privé, des infirmières qui pourraient aller juste dans le privé et d'une certaine manière baisser la qualité du public et finalement ceux qui sont les plus fortunés, c'est-à-dire ceux qui peuvent se payer le privé, se retrouveraient avec les meilleurs médecins, les meilleurs infirmières et autres personnels médicaux, alors que ceux qui donc n'auront pas la possibilité d'aller au privé et qui iraient directement au public se retrouveraient avec, ceux qui... avec ce qui reste. C'est une excellente question parce que c'est souvent la campagne de peur que mettent les syndicats pour contrer le privé en santé. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que, puis je vais prendre l'exemple des yeux, parce qu'il y a des cliniques, là. Ophtalmologiques. Il y en a notamment à Lévis. Ce qu'on observe, c'est que quand on ouvre la porte au privé, ils sont essentiellement capables, grosso modo, là, un médecin moyen, de faire 2 fois plus de patients. OK? Pourquoi? Pas parce que le privé est extraordinaire. Parce que quand tu arrives au privé, d'abord, l'aspect bureaucratique, il y en a moins. Souvent, ils vont déléguer à des subalternes remplir les papiers ou faire des trucs qui, normalement, ils se concentrent vraiment sur les soins. Donc, il y a un intérêt parce que quand il y a de la concurrence, tu as intérêt à focaliser et à mettre tes ressources là où tu es le plus profitable et le plus rentable. C'est la base d'une bonne entreprise. Donc, ils mettent les médecins là où ils sont le plus profitables et plus rentables, c'est-à-dire à soigner du monde plutôt qu'à remplir des papiers. Le deuxième élément, puis on l'a vu beaucoup avec les infirmières, notamment dans le réseau public, on en a formé énormément, puis on a remarqué qu'il n'y avait pas de bonne rétention. Beaucoup d'infirmières décident d'abandonner la profession parce qu'elles sont écœurées de faire du temps supplémentaire obligatoire, parce qu'elles sont écœurées des conditions merdiques du système public où ils ont l'impression d'être des numéros dans une espèce de grosse machine folle, puis de ne pas avoir la possibilité d'avoir un impact ou de négocier avec leurs collègues de travail, leurs conditions. Et travailler dans une espèce de gros éléphant blanc, c'est pas toujours facile. Il y en a pour qui ça convient moins. Il y en a qui veulent avoir, qui veulent avoir une profession un peu plus atypique, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres priorités dans la vie. Le privé offre cette flexibilité-là que le monopole public n'offre pas. Donc, notre prétention, puis c'est prouvé d'ailleurs, c'est qu'on pourrait augmenter le nombre de gens qui ont des formations puis qui sont qualifiés pour le faire, mais qui présentement refusent de travailler dans le monopole actuel. Donc, pour répondre simplement à ta question, c'est pas on habille un pour déshabiller l'autre. Puis l'autre élément, il y a combien de médecins présentement qui sont empêchés de faire des chirurgies parce qu'ils
Il y a d'autres types de personnel qui sont pas disponibles pour les accompagner pour faire leur chirurgie ou les salles sont pas disponibles. Ces gens-là, s'ils avaient la possibilité d'aller dans le privé pendant ces heures-là, ils pourraient soigner beaucoup plus de monde. Parce que l'objectif, c'est ça. À la fin de la journée, c'est pas de savoir si c'est public ou privé, c'est est-ce qu'on offre des meilleurs soins à meilleur coût à plus de monde. C'est juste ça l'enjeu. Et pour nous, c'est là-dessus qu'il faut focaliser. Il faut focaliser sur le résultat plutôt que de s'attarder à l'idéologie de savoir est-ce que c'est public ou privé. Oui. Non, puis je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là. De toute façon, mais parce que je pense que je sais pas si je pense que c'était. On est tous d'accord, mais il n'y a pas un député à l'Assemblée nationale qui est d'accord. C'est ça le problème. Mais on est très nombreux au Québec, mais il n'y en a pas un qui va dire ce que je viens de dire là publiquement. Ouais. Là. Et en privé, il y en a quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup qui fréquentent eux-mêmes des cliniques privées. Ça, c'est l'autre hypocrisie du système. Là. Le système à 2 vitesses dont tu parlais tantôt, là, il existe. Si tu connais quelqu'un dans le réseau aujourd'hui, là, il y en a une vitesse qui n'est pas la même que celui qui ne connaît pas personne. Là. On s'entend-tu? Là? Puis celui qui a l'argent, là, il y a moyen au Québec de moyenner là, pour un peu passer à côté du système. C'est sûr que quand tu as l'argent puis que tu peux payer ta consultation 400 pièces pour qu'il te donne ta requête pour faire une IRM qui va coûter 600-700 $. Donc, tu es parti juste pour une IRM, ça te coûte 1100 $. Tu sais, c'est sûr que rendu là, oui, tu sais, je veux dire, il suffit d'avoir de l'argent pour déjà passer, là. Mais, gars, je vais te donner encore l'exemple que je viens de vivre, là. Moi, j'ai payé 400$ pour aller passer des tests au privé. Puis là, je suis revenu au public. Mais quand je suis revenu au public avec mon cardiologue, il m'a pas chargé une scène, là. Fait que moi, j'ai passé en avant du monde, puis c'est tout le monde qui... Je suis pas tout seul, là. Tout le monde qui va au privé. On paye des tests, qui est une petite fraction du coût réel, pour passer en avant des autres, parce qu'on ne veut pas attendre. Mais l'impact, là, c'est que celui qui attend et qui n'a pas les moyens de payer 300-400$, là, ben, il attend encore plus longtemps. Et fait que c'est pas vrai que le système à 2 vitesses, il existe déjà. Là. Il est juste pas aménagé. Il est hypocrite. Mais en fait, il est pas aménagé. Et comme il est pas aménagé, ben ça crée plus de problèmes que si tu le mettais en place, dans le fond. Non, mais écoute, moi, je suis quand même assez favorable à ce qu'on ouvre et qu'on donne une place au privé dans notre système de santé. Mais encore une fois, à partir du moment où on s'assure que ce système soit universel et qu'on s'assure que le système public demeure solidement en place, et aussi de trouver des façons intelligentes aussi lorsqu'il y a des salles d'opération qui sont vides alors qu'il pourrait y avoir des opérations qui se font, même si c'est par du public. Est-ce qu'il y a des moyens, je ne sais pas, de louer ces salles pour le privé? Est-ce que quand je te donne les exemples suédois, c'est ce qui se passe là, les institutions publiques quand ils veulent rentabiliser leurs installations parce qu'ils n'ont pas suffisamment de patients, ils vont louer au privé. Mais donc je peux pas croire qu'on soit pas capable de faire ça. Là, c'est pas compliqué. Là, c'est juste que légalement, là, présentement, nos politiciens ne l'autorisent pas. Puis en passant, là, tu dis que tu veux garder un système universel gratuit. C'est pas le Québec qui décide ça. On a déjà une loi canadienne de la santé qui régit ça et qui oblige ça. Donc, le modèle qu'on ferait au Québec serait obligé de toute façon de respecter les normes fédérales. Ouais. Mais excuse-moi, George, juste dans la continuité de ça, puis peut-être qu'on pourra passer à un autre sujet que celui de la santé, mais tu sais, souvent on se dit, là, tu sais, est-ce qu'on va voir notre médecin de famille? Tu sais, puis le médecin de famille, ça, c'est quand t'en as un. Puis là, t'as l'impression parfois, quand tu vas chez le médecin de famille, t'as ton 10 minutes, puis ça m'est arrivé. Pas avec mon médecin de famille, mais avec un autre médecin que j'ai pu obtenir. J'y suis allé pour des espèces de gouttes aux yeux, rien de spécial. Il y avait même pas 1 gramme de je sais pas trop quoi, là, puis il disait, ah non, mais non, ça prend une prescription, là, et le pharmacien ne le donnait pas. Fait que je suis allé là. Puis en même temps, ça tombait avec les allergies saisonnières. Puis là, il y a aussi un peu de cortisone dans les trucs là, pour les allergies assez fortes. Donc, ça prend une prescription. Ça prend. Le problème, c'est que quand je passe devant le médecin il me dit, ouais, mais c'est 10 minutes pour un truc, là, c'est pas... Puis là, je dis... Il faut que tu reprennes un autre rendez-vous pour revenir. Mais c'est ça que je lui ai demandé. J'ai dit, mais c'est parce que je veux pas revenir. D'abord, une question de temps, parce que je travaille aussi. Je paye des impôts aussi. Il est payé pour une consultation, il n'est pas payé pour 2. Ouais, mais c'est... Écoute... Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais littéralement, et en passant, ce truc saisonnier, c'est le truc qu'on me donne chaque année, là. Tu sais, c'est pas quelque chose de nouveau. Une c'est super bon pour toi. infirmière aurait pu t'aider, là, puis ça aurait pu faire ça en 2 minutes. Et c'est pour ça que moi, j'aime ça, les trucs à distance. Là, il y a des applications pour ça. Télémédecine. La télémédecine, moi, je trouve ça formidable. Je veux dire, il faudrait
introduire ça aussi. Ça sert à rien de tu sais, pourquoi tu vas aller dans une clinique où il y a d'autres personnes malades, peut-être être contaminées par un virus, etc., parce que tu es allé chercher des gouttes pour les yeux, là. Mais en fait, ce que tu dis, là, Salim, c'est pas compliqué, là, ça prend de la liberté de choix. Il faut respecter. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, faire ça de la télémédecine. Il y a des gens qui ne feront jamais ça de leur vie. Puis il y en a d'autres pour qui ça convient. Puis ils aimeraient ça plus que la médecine en réalité, en présentiel. Là. Ben, pourquoi on ne respecte pas la volonté de tout le monde? C'est vous le patient, c'est vous qui devriez choisir. Et c'est ça qui est... C'est vrai pour ça, c'est vrai pour le public privé, c'est vrai pour... Respecter la liberté de choix des gens. On a de la difficulté à faire ça. On pense toujours que le gouvernement est mieux placé que nous autres pour décider ça. Non. Vous êtes capable de décider si votre enfant, oui ou non, doit voir un médecin. Puis c'est ce que vous le faites devant un ordinateur ou vous aimez mieux que le médecin l'examine en personne. C'est ça, respecter la liberté des gens. Mm-hmm. Ouais. Je vais t'amener à un autre terrain, puis là, je vais peut-être avoir l'air bête parce qu'on voit devant nous un Éric Duhem déterminé, hein, passionné, je me représente, on va faire les élections. Puis moi, j'ai eu des rumeurs comme quoi qu'il y aurait peut-être des discussions à fusionner avec qui? Avec soit la Solidaire. CAQ. Non, mais je pourrais prendre la place de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est ça? Écoute, moi, c'est pour ça que je dis, je vais peut-être avoir l'air bête, mais j'ai eu... Tu fréquentes du drôle de monde. Mais t'as fait de la politique quand même assez longtemps pour savoir que quand il y a une rumeur, ça commence pas comme par hasard, comme ça, tu sais. Donc, des possibilités de fusionner les conservateurs, soit avec la CAQ qui sont en descente, ou de voir s'il y a une place quelque part avec les libéraux. OK. Ou les trois, pourquoi pas? On pourrait être aux deux. Non, mais sérieusement, il y a une élection qui va être dans 1 an. Il commence à manquer de temps pour qu'il y ait une discussion à quelque niveau que ce soit. Deuxièmement, moi, là, je suis pas ouvert ni fermé à rien. OK? Moi, je suis venu en politique pour une chose, c'est mes idées. Puis ce que je constate, c'est qu'il y a 4 partis qui sont contre nos idées. Et moi, je n'irai pas dans un parti de gauche, puis je ne discuterai pas d'alliance avec des partis de gauche. Puis présentement, à l'Assemblée nationale, on a 4 partis de gauche. Donc, la question s'arrête là. Cela étant dit, s'il y a des individus, puis des électeurs encore plus, qui veulent venir chez nous, moi, je les accueille à bras ouverts. Cette semaine, j'ai salué les anciens ADQistes qui sont encore à la CAQ. Vous savez que François Bonnardel a été exclu du Conseil des ministres. Congédié, mis en dessous de l'autobus, appelez ça comme vous voulez. François Bonnardel, il faut savoir que c'était le dernier député de l'ADQ au Conseil des ministres de la CAQ. Il y a eu une fusion à une certaine époque. Moi, je me battais contre François Bonnardel à l'époque à l'ADQ. Lui faisait partie des gens qui voulaient fusionner. Moi, j'étais dans ceux qui disaient c'était restons ADQ. On avait un groupe. On a quand même fait, je sais pas, 35-40% des gens, quand les membres ont voté pour ou contre la fusion avec la CAQ de François Legault. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait le vote, le résultat serait pas tout à fait le même. Mais ce que j'ai dit aux anciens ADQistes qui sont à la CAQ et qui sont excessivement déçus, qui ont beaucoup de peine de voir François Bonnardel se faire passer en dessous de l'autobus aujourd'hui, je leur ai dit, c'est qui le parti aujourd'hui qui représente vos valeurs fondamentales de l'époque où on était à l'ADQ? C'est le Parti conservateur du Québec, c'est pas du tout la CAQ. Je vais te challenger un petit peu. Vas-y. Je sais que c'est pas facile de challenger Éric Duhem, là, mais OK. François Bonnardel, là, oui. Tu sais, ça clique, puis comment ça a été, là, puis ce qu'on sait, comment il a géré ça, là. Tu veux-tu vraiment ça dans... Admettons, là. Tu voudrais vraiment ça dans ton caucus, là? Salim, quand François Legault est allé il y a 2 semaines à la commission Galland et qui a dit que les gens devaient être imputables, puis qui a dit que ces 2 ministres auraient dû l'informer. Il parlait de Geneviève Guilbeault et de François Bonnardel. Ouais. Il a dit que les 2 ministres n'avaient pas posé assez de questions. Moi, j'ai entendu ça. Là. Il a dit ça devant le juge Galland. Là. Puis là, il arrive à un remaniement ministériel la semaine d'après. Il prend François Bonnardel, il passe en dessous de l'autobus. Puis Geneviève Guilbeault, il la garde puis elle nomme aux affaires municipales. Pourquoi le 2 poids, 2 mesures, Salim? Mais parce qu'il était plus responsable que Geneviève Guilbeault. Moi, j'ai écouté les 2 témoignages. Oui, j'ai trouvé que celui de Geneviève Guilbeault était moins crédible que celui de François Bonnardel. Okay, je pense que je suis pas tout seul. Je pense qu'il y a quelques observateurs qui ont eu la même impression. Non, mais regarde, moi aussi, j'ai l'impression que le témoignage de Geneviève Guilbeault était pas à la hauteur, disons-le comme ça. Moins crédible que celui de Bonnardel. Moins crédible. Moi, si on reste par contre dans le factuel, pour utiliser le mot qu'elle a elle-même utilisé en écrivant au premier ministre, là, elle a quand même hérité d'un merdier que lui a laissé Bonnardel là, tu sais. Puis, je veux dire... Moi, je suis pas ici pour défendre la CAQ, la gestion de sa mais justement, mais je te dis juste que quand on arrive et qu'on dit François Bonnardel est passant sur l'autobus, je me mets dans la peau des ADQistes qui sont encore à la CAQ. Là.
Là, François Legault, il dit on va faire un virage à droite. Parce que c'était ça son discours aussi au remaniement ministériel. Là. On va faire un virage à droite. Fait que je vais prendre un conseil des ministres que j'avais dit que je réduirais la taille, mais je vais l'augmenter. Je vais mettre plus de ministres, plus de limousines, plus de staff politique. On va gaspiller plus d'argent public. Je vais prendre le gars qui représente l'élément le plus à droite de mon conseil des ministres. Je vais le passer en dessous du boss, même s'il a fait la même chose que Geneviève Guilbeault, mais elle, je vais la garder puis je vais la nommer aux affaires municipales. C'est juste que les signaux sont contradictoires. Ouais. Puis on comprend pas où ils s'en vont. Et François Bonnardel, là-dedans, j'ai de la misère à comprendre pourquoi lui va payer la note, puis Geneviève Guilbeault ne paiera rien. Mais politiquement, je suis tellement d'accord. Politiquement parlant, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je te dis vraiment factuellement, puis j'essaye d'être le plus objectif possible. Tu penses que Bonnardel a plus été responsable du fiasco de sa clique? Complètement. C'est-à-dire, et franchement, je connais ni l'un ni l'autre. Donc, je peux même pas dire que genre j'ai un parti pris quelconque, là. Mais juste avoir ça, franchement, là, pour moi, Bonnardel... Bien. Moi, j'ai écouté son témoignage puis celui de Geneviève Guilbeault à Commission Galland. Puis j'avais l'impression que c'était le contraire. Mais peut-être que j'ai pas eu les... Tu sais, on n'a pas tous les documents. Il y avait des boîtes de documents. Là, moi, j'ai juste écouté les témoignages. Là. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que dans les témoignages, donc de l'aspect un peu communicationnel, sachant que quand même, Geneviève Guilbeault est quand même assez habile. C'est une bonne porte-parole. Il faut lui donner ça. Non, c'est ça, effectivement. Moi, je me serais attendu à une meilleure performance. Et franchement, elle n'a pas été très bonne dans son témoignage. Mais justement, j'essaye moi, d'aller au-delà. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je veux dire, des informations, là, François Bonnardel, il y en avait. Puis, tu sais, il est sorti par la suite pour dire on m'a menti, on vous a menti, on nous a tous menti. Le chef de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, a dit, et je cite, je l'ai échappé. Oui. Ah non, mais j'espère bien est où pour lui? Ah, mais... Non, mais il est encore chef de cabinet ce matin? Ah bon, oui. Non, mais d'ailleurs, en parlant d'Adekis, tu sais que celui qui était chef de cabinet de François Bonnardel, Sébastien Lépine... Oui, c'est un ancien Adekis. Je l'ai connu à l'époque de l'ADQ, moi. Il est encore chef de cabinet de Jonathan Julien au transport. Tu sais, donc... Les ministres, les têtes roulent au transport, mais les chefs de cabinet restent. Mais dans le fond, la question de Saline qui se pose, c'est que, bon, il y a des frustrés, il y a des sacrifiés, puis il y a Éric Duhem qui, à mon avis, ou de la façon que je le vois, un peu objectivement parlant, souhaite tellement avoir une représentation au Parlement, à l'Assemblée nationale du Québec. Est-ce que tu vas aller piger dans des personnes qui ont été brûlées, qui ont tout tout le spotlight sur eux de façon négative? Bien, d'abord, vous compreniez quelque chose, il reste 1 an avant l'élection. À chaque jour qui passe, j'ai de moins en moins d'intérêt à avoir un député à l'Assemblée nationale. Dans le sens où... Pourquoi? Parce que mon focus, présentement, là, c'est de me trouver 125 bons candidats, de préparer ma plateforme, d'avoir les coffres pleins pour être capable de faire ma campagne électorale. Ouais. C'est ça, les conservateurs, présentement, au Québec, notre focus, là, il est vers ça. Puis plus on approche de l'élection, moins il reste de jours à siéger au Parlement. Vous comprenez qu'il y a... Tu sais, c'est pas comme si on avait eu un député. Un député, il y a 4 ans, pour nous, il valait beaucoup plus qu'un député aujourd'hui, puis il va valoir encore moins dans 6 mois. Ouais. Puis là, le fait qu'en plus, la Chambre est prorogée, à chaque fois qu'il y a moins de jours qui restent, parce qu'au mois de juin, vous comprenez qu'à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, il n'y aura plus d'élection, il n'y aura plus rien. Fait qu'il il reste comme une session et demie, là. Fait que la valeur d'un député à l'Assemblée nationale, pour nous, est beaucoup moindre qu'elle était il y a plusieurs mois, plusieurs années. Oui, mais en même temps, ils feraient leur job. Tu sais, par exemple, Yuri Chassin, je pense qu'il y a une communion d'idées quand même que vous avez. Je le connais bien, puis on se parle régulièrement, Yuri et moi. Puis, tu sais, Yuri Chassin ferait un très bon, député conservateur du Québec à l'Assemblée nationale. Il y a nos valeurs, il y a nos idées, mais Yuri a choisi il s'est dit, moi, j'ai été élu sur une bannière, je ne veux pas siéger sur une autre, puis moi, je respecte ça. C'est ça. Je comprends l'argument. Effectivement. Bon, là, je sais pas, je suis pas sûr que tu vas aller chercher M. Dufour ou Mme Maïté Blanchette-Vézina. Vous savez que c'est un ancien candidat du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau. Là. Ah, ouais, donc, pour s'emmener chez nous, il y a un petit écart. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Parce que pour passer de Trudeau à Legault, ça a l'air que c'était plus facile. Posez-vous aussi la question. Oh, non, c'est ça. Est-ce que tu es préoccupé du tout avec... Tu as mentionné tantôt la polarisation qui existe un peu en politique, mais aussi dans la société. Le mot conservatisme qui... Tu sais, les gens, là, puis nous, on en a fait de la politique, toi aussi, les gens sur le terrain,
ils suivent pas la politique à la lettre comme nous, là, tous les jours. On regarde qu'est-ce qui se passe. T'sais, ils savent pas. Ils écoutent, Parti conservateur, ouais, c'est M. Poilievre. Conservatisme, Trump, anti-Trump. T'sais, il y a tout ce sentiment-là où les gens sont complètement mélangés entre fédéral, provincial, les associations entre Éric Duhem puis Trump, puis toute cette patente-là, une grosse casserole, puis tout le monde, on est en train de mélanger tout ça. Et là, ça ajoute cette polarisation qu'on voit tous les jours. L'autre jour, les événements aux États-Unis, on en parlait au dernier épisode avec ce jeune qui a été assassiné. La société devient tellement polarisée. Et je ne sais pas si c'est la société qui devient comme ça et donc ça affecte la réalité politique ou si c'est la réalité politique qui découle et ça a un impact sur la société. Mais en tout cas, il y a du monde qui sont quand même inquiets, là. Il y a plusieurs questions dans ta question. Là, je vais y aller morceau par morceau. D'abord, le mot conservateur. Vous comprenez que c'est pas moi qui l'ai choisi quand je suis devenu chef du parti. Là, j'ai pris un parti que c'était le nom du parti. Et j'ai choisi, puis cependant, de le garder. Pourquoi j'ai choisi de le garder? Parce que je suis un ancien ADQiste, je viens de vous le dire. Quand j'étais à l'ADQ, après 10 ans, je faisais du porte-à-porte dans Vanier à l'élection partielle que Sylvain Légaré a gagné. Et il y avait une porte sur peut-être 10 qui me demandait si ADQ, ça voulait dire Aéroport de Québec. Et ça faisait 10 ans qu'on existait. Je veux juste vous dire qu'une marque de commerce en politique comme ailleurs, c'est très long à développer. Quand je dis aujourd'hui le mot conservateur, il n'y a personne qui m'a demandé si c'est un aéroport. Ouais. Tout le monde sait que c'est un parti politique. Tout le monde sait qu'idéologiquement, ça loge à droite. Ouais. Okay? Est-ce que Coalition Avenir Québec, ça veut dire qu'il y a de l'avenir? Regardez les sondages pour avoir votre réponse. On vient avec... Écoutez, là... C'est un autre que tu m'ouvres une porte, faut que je l'enfonce. On est un parti avec 0 budget, okay, avec 0 député. S'il y avait une élection aujourd'hui, on aurait 2 fois plus de votes que Québec solidaire, qui a 3 millions de dollars de budget de recherche, qui a 12 députés à l'Assemblée nationale, puis on aurait plus de votes que le gouvernement au complet de la CAQ, qui, lui, a tellement de millions qu'on le sait, on n'est même pas capable de le calculer dépendamment de comment vous le faites. Là. Mais je veux juste vous dire qu'avec une claque puis une bottine, on est en train de battre. C'est phénoménal. Là. Vous verrez ça très rarement en démocratie, là, qu'un parti qui n'a aucun moyen. Vous avez vu, là, je pars avec des gardes du corps, puis avec des chauffeurs, puis avec une limousine ici. Là. On n'a pas de moyens. Moi, je pensais que Mia, elle était aussi garde du corps. Ben, c'est pour ça que je la traîne aussi des fois. Mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même unique ce qu'on vit présentement. Là. Ça, mais je vais revenir, je vais refermer la parenthèse, je vais retourner à ce que Georges vient de me parler au niveau de la polarisation, particulièrement de ce qui se passe au sud de nos frontières. Parce qu'il y a quelques jours, effectivement, Charlie Kirk a été assassiné en Utah. Puis, évidemment, on avait vu aussi... M. Trump se faire tirer dessus à 2 reprises, là, puis une fois à quelques millimètres près qu'il lui arrive la même chose qu'à Kirk, ce qui est arrivé. Mais c'est pas juste de leur bord. Là, on parle aussi de la sénatrice au Minnesota. Démocrate, Nancy Pelosi, son mari. Puis tout. Mais je pense que, savez-vous quoi, Charlie Kirk, il y a une raison, il y a 2-3 raisons pourquoi ça va marquer plus l'imaginaire. D'abord, les images sont atroces. C'est niaiseux, là. Mais on est à l'époque où on a tout notre cellulaire puis on regarde TikTok. Puis on l'a vu, la vidéo de 30 secondes, puis on a vu le sang gicler. Là, ça nous a tous traumatisés. Moi, je voulais pas. À dormir. Moi, tu l'as pas vu? Non, je voulais pas la voir. Mais t'as pas le choix si tu scrolles. Oui, c'est ça qui s'est passé. Je te jure, je disais à ma blonde, je veux pas la voir. Puis le soir, guess what? Je suis dans mon lit, je scroll. Puis je tombe dessus. Moi, je pensais que c'était... J'avais même pas compris que c'était celle de la journée même. Je pensais que c'était une vieille vidéo. Là, puis, tu l'as vu. Puis là, je le vois. Non, il n'y a personne qui l'a pas vu. Là, puis c'est épouvantable. Fait que ça nous a beaucoup choqués, marqués. Puis il y a ce qu'il représentait aussi. C'était pas juste un sénateur ou un représentant. Il représentait un mouvement beaucoup plus important que ça. Oui, ça marque. Puis moi, j'ai commencé à le suivre. Je sais qu'il était bien connu de l'écrasante majorité des gens au Québec. Là, moi, ça faisait longtemps que je le suivais, Charlie Kirk. Pourquoi? Parce que il y a plus qu'une décennie, j'étais à la radio à l'époque, il parlait beaucoup du wokisme sur les campus universitaires américains. Puis au Québec, ça commençait, mais c'était pas très présent. Puis on avait l'impression qu'il exagérait, puis que c'était la dérive, ça se pouvait pas. Puis on riait de tout ça. Il parlait de ce qui se passait sur des campus, puis on trouvait que c'était tellement fou que c'était impossible que ça arrive chez nous. À la Lucam aujourd'hui, vous allez voir que Charlie Kirk, c'était de la petite bière, là, mais bon. mais tout ça pour dire que c'est lui qui m'a éveillé au wokisme sur les campus universitaires américains. Il faut savoir que c'est de là que ça émerge. Hein. C'est de là que ça a commencé, toute cette mouvance idéologique-là. Et deuxièmement, il aimait beaucoup lui confronter des gens qui pensent différemment de lui, puis répondre du tac au tac, puis poser des questions. Et respectueusement avoir des en échanges. passant. Oui. Ouais. Puis ça m'impressionnait beaucoup parce qu'il y avait un très bon sens de la rhétorique. Il était très vite pour trouver des arguments.
Puis évidemment, on était à l'époque des réseaux sociaux, là. Ça fait des bonnes clips de 1 minute avec des questions-réponses, des Q&A, là, puis c'était bang, 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 puis on avait les 2 points de vue. Puis ça, je trouvais ça super intéressant. Oubliez même les idées dont ils discutaient. Là. Des fois, j'étais d'accord, des fois, j'étais pas d'accord. Mais ça, c'est pour ça que... Puis il a parti un mouvement sur les campus universitaires américains puis sur la jeunesse américaine qui a contribué à faire sortir le vote. Et ça, c'est une autre affaire qui m'intéresse beaucoup parce que vous savez que la clientèle conservatrice au Québec est beaucoup plus jeune que celle de nos adversaires péquistes ou caquistes, par exemple. Et moi, c'était super important qu'on ait des modèles pour faire sortir le vote. Et lui, il a réussi à mobiliser une jeunesse américaine. C'est allé sur les campus, tous les gens qui sont à droite moindrement, là, ils vont tous connaître Charlie Kirk. Eux autres, ils le connaissent tous. Là. Et puis même ces campus universitaires au Canada et au Québec, c'est les gens qui sont un peu plus à droite, ils le connaissaient. Là. Donc, comment on peut faire ça? Puis ça, c'est une contribution importante là, de pouvoir faire voter plus de gens. C'est pour ça que cette semaine, ça m'a choqué de voir des gens célébrer ou avoir des commentaires dégradants au lendemain de son assassinat. Premièrement, ça n'a jamais sa place. Là, tu célèbres jamais la mort de quelqu'un. Puis c'est une des dérives qui m'inquiète de notre époque. Là. C'est toute cette espèce d'idée, puis je vous félicite parce que vous contribuez à défaire ça, vous autres. C'est toute cette idée de parler juste à des gens qui pensent comme nous, puis d'exclure du débat public celles et ceux qui pensent différemment. C'est très fort, là, les gens qui veulent créer des safe spaces. Puis les réseaux sociaux contribuent à ça en passant, là, parce que les algorithmes, ils le savent idéologiquement où vous logez. Ils savent mieux que vous des fois. Là. Puis ils vont vous assurer que c'est des gens qui pensent comme vous que vous voyez passer les messages. Une chambre d'écho virtuelle. C'est ça. Fait que vous avez une chambre d'écho virtuelle, puis vous en avez une physique aussi. Là. Puis ce qui est ironique, là, c'est que Charlie Kirk, il s'est fait assassiner sur un campus universitaire en Utah. Qu'est-ce qui s'était passé quelques jours avant? Il y avait une pétition de 10 ou 12 000 noms de gens qui voulaient empêcher que sa conférence ait lieu. OK? Même le wokisme était présent avant même qu'arrive l'événement tragique. Là. Il y avait la culture de l'annulation s'était invitée dans cet événement-là, comme dans bien d'autres. Puis, je me compare pas à lui, là, mais au Québec, moi, ça m'arrive aussi. Qu'il y a des gens ou des choses qui se passent pour m'exclure tout le temps de la place publique. Et je trouve ça tellement malsain, puis tellement... Ça contribue à la montée de la violence. Pour moi, ça, là, c'est comme... Pensez à votre relation de couple. Si vous parlez plus, si vous communiquez plus avec votre femme ou votre conjointe, est-ce que vous préparez un divorce puis une rupture? La réponse, c'est évidemment oui. Puis c'est la même chose avec la politique. Quand vous parlez plus entre gens qui pensent différemment, contribuez-vous à la montée de la violence politique? La réponse, c'est évidemment oui. Mais alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Puis j'avais une idée qui se rapproche de ça. George et moi, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu. Est-ce que c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, on est dans des positions qui sont beaucoup plus tranchées? Donc c'est-à-dire qu'il existe, tu sais, avant, là, même quand on parlait... C'était des oui puis des non. Oui, c'est ça. Puis, et puis autre chose, là, c'est avant, là, quand on parlait de droite et de gauche, là, c'était souvent un centre droit et un centre gauche. Puis aujourd'hui, on est la droite ou on est la gauche, donc bien ancré dans son camp. Donc, avec moins de, justement, de communication, moins de vases communicants, là, tu sais, donc... Et puis, j'ai comme l'impression que c'est aussi un peu toute cette agitation sociale qui peut exister. C'est-à-dire... parce que pour mobiliser, il faut agiter, il faut... tu sais, Charlie Kirk, qui défendait brillamment ses idées, peut-être trop brillamment pour certains et certaines, mais tu sais, c'était quand même un agitateur. Là, il provoquait des débats. Il provoquait des débats parce que ce qu'il disait sur les femmes, ça passerait pas ici au Québec. Sur les LGBTQ, ça passe pas ici au Québec. Là, puis le discours religieux aussi, mélangé avec la politique au Québec, c'est beaucoup moins présent qu'aux États-Unis. C'est un fait. Clairement, absolument. Et imagine un instant si... je le disais à George, là, on combat à juste titre l'islamisme, l'islam politique. Et là, on est face à un discours de excuse-moi de le dire comme ça, mais christianisme politique, là, clair et évident, là, anti-LGBTQ, anti-noir, anti-femme, là, quasiment, là, parce que une femme, quand même, là, en 2025, là, pas là pour pondre des enfants et rester à la cuisine, là, tu sais, c'est quand même terrible. Alors,
Et ça prend des agitateurs. Attention, hein, je parle de lui parce que là, paix à son âme, il est plus là. En tout cas, il a été assassiné récemment, mais je veux dire, l'autre spectre existe aussi, hein, c'est-à-dire des gens qui reconnaissent plus la biologie, qui veulent plus admettre l'histoire, qui ceci, qui cela, qui veulent annuler la culture de l'annulation, etc. C'est l'autre spectre. Alors, mais en tout cas, permets-moi de pas être d'accord avec toi. Oui, non, mais vas-y, on discute. Parce que, d'abord, on n'a pas de leçon à donner aux Américains. La violence politique au Québec, elle s'est invitée de façon majestueuse à plusieurs occasions. Ici, à quelques kilomètres de où on se trouve présentement, il y a un ministre qui a été tué, qui a été enlevé, qui a été abattu. On a une première ministre le soir de son élection, qu'il y a un fou armé qui aurait pu la tuer, qui s'est passé à un cheveu, qu'on vive une tragédie similaire à ce qui s'est produit aux États-Unis il y a quelques jours. Jean-Pierre Charbonneau s'est déjà fait tirer comme journaliste. On en a eu, nous autres aussi, de la violence politique, là. Donc, c'est quelque chose qui a existé. Puis des débats polarisants, il y en a déjà eu dans l'histoire du Québec, dans l'histoire du Canada, beaucoup, là. Tu sais, c'est niaiseux, mais le débat sur l'indépendance du Québec, ça a polarisé beaucoup, là. On a eu des débats sur la conscription, on a eu des débats très, très polarisants sur des enjeux qui étaient des questions de vie ou de mort, là. Donc, puis la démocratie, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que moi, je suis un démocrate d'abord et avant tout. C'est parce que c'est le meilleur moyen, justement, de débattre d'enjeux hyper importants dans un contexte de respect puis de non-violence. C'est ça la contribution d'une société démocratique. Et quand on s'empêche de se parler, ben on brise cette démocratie-là en quelque part. Puis moi, je pense qu'on peut avoir tous les débats en démocratie, même les plus extrêmes, entre guillemets, à condition de le faire dans un cadre où tout le monde est capable de se parler, puis de dialoguer, puis de débattre. Mais en quoi? Parce que tu disais que tu voulais être en désaccord. Parce que je trouvais pas qu'on était en désaccord là-dessus. Non, mais je suis pas... C'est parce que tu dis qu'il y a une montée. Moi, je pense pas qu'il y a une montée de la violence. Il y a eu des époques, tu sais, dans les années 60, aux États-Unis, des politiciens qui se sont tués. Il y en a eu beaucoup plus qu'il y en a aujourd'hui, là. C'est cyclique, c'est vrai que ça revient de temps en temps. C'est vrai qu'il y a des périodes un peu plus paisibles, mais des débats déchirants en politique, on en a connu plusieurs, puis on va en connaître encore d'autres. Je pense pas qu'on est plus ou moins polarisé. C'est sûr que sur certains enjeux, on a l'impression qu'on l'est plus, mais je pense, puis c'est sûr que les réseaux sociaux contribuent à ça aussi, là. Il y a une nouvelle réalité technologique qui est en train d'être absorbée par la démocratie, puis il faut... En passant, honnêtement, là, à moins que je l'ai mal exprimé, mais sincèrement, on est sur le même point. Pour moi, on peut débattre sur à peu près tout, si c'est pas tout, dans une société démocratique en santé. Ça, c'est une évidence pour moi. Non, j'ai essayé d'apporter une réponse que je n'aurais pas parce que je ne suis ni sociologue, ni je sais pas quoi, là. Il y a des gens qui seront mieux placés que moi pour déterminer, mais je me demande, est-ce que c'est pas une espèce de, justement, cette montée de provocation, sachant que l'être humain, parfois, peut être très primaire, qui fait en sorte que... Tu sais, je le disais à George l'autre jour, tu sais, imagine que l'assassin de Charlie Kirk, il devait trouver Charlie Kirk extrême. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient de faire? Quelque chose de plus extrême? De le tuer? C'est quand même grave. C'est ça mon point. C'est que dans le fond, on dirait que on répond... comment dire, il y a comme une espèce de pas de gradation, comment on appelle ça, de surenchère à tout ce qui se passe, qui malheureusement fait en sorte qu'il y a des gens qui perdent la boule. Parce que pour moi, ça peut pas être quelqu'un sain d'esprit qui a fait ça, là. Moi, je vais dire honnêtement à Éric et Salim, l'événement de la semaine passée là, avec Charlie Kirk, ce qui m'a fait ressentir, c'est une peur que cette violence-là, ce type de violence politique-là soit normalisée. Et c'est sûr que nous, on ne peut pas se comparer à ce que Charlie Kirk avait. Là, on a une mini-plateforme. On est comme très niche au Québec, mais c'est pas juste nous. Il y a plein d'autres gens qui ont une plateforme, qui ont une tribune, des journalistes, des politiciens, des gens qui ont des réseaux sociaux, des plateformes beaucoup plus grandes que les nôtres. Et ce qui me frustre, c'est que tout de suite, il y a eu des médias, que ce soit des médias sociaux ou même des médias nationaux, qui ont fait l'association, le mouvement MAGA, puis là, on parle de républicains, puis moi, j'ai peur de ces associations-là. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Et souvent, ce qui arrive aux États-Unis, ben, il y a un spillover au Canada, puis je veux éviter que la politique
conservatrice, tu sais, le mouvement conservateur soit associé à une violence et que les gens pensent que, ouf, conservateur, ça c'est MAGA. Oh, conservateur, oh, ça c'est Trump lover. Moi, c'est ça que je veux éviter et c'est vrai des fois que les médias n'aident pas. Mais en général, c'est pas juste les médias, c'est, tu sais, on est là. On est dans un discours social où on parle de ça. Tu sais, les libéraux, c'est des extrémistes de gauche, puis les conservateurs, c'est des extrémistes de droite. Et je sais pas, je suis perdu, je comprends pas comment on en est arrivé là. Ben écoute, c'est sûr que, tu sais, au Québec, là, quand on en parlait tantôt, j'ai parlé de la souveraineté, là, mais c'est sûr que quand il y a eu l'enjeu souverainiste, c'était très polarisé, on l'oublie là aujourd'hui, mais ça a beaucoup déchiré des familles, ça a déchiré des gens au travail. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de se parler. Ça a créé aussi de l'isolement pour la communauté anglophone en particulier. Fait que il y a eu des impacts un peu comme ce qu'on vit à un autre niveau, là, mais à une autre époque, sur un autre axe. Mais fait que c'est pas nouveau. C'est juste que puis les gens se traitaient d'extrême des deux bords. Là. Autant les souverainistes que les fédéralistes qui se faisaient traiter de traîtres ou de séparatistes, de radicaux qui voulaient détruire les pays. Puis, je veux dire, il y a eu ça. Fait que, mais on a été capable. Puis ça, c'est quelque chose que dont je suis très fier au Québec. On a été capable d'avoir un des débats sur un des enjeux les plus divisifs qui soit. C'est pas rien de dire on va changer de pays. Là. On va prendre un morceau du pays puis on va déclarer notre indépendance. Puis on était capable d'être très, très, très divisé. Je pense que le référendum de 95 ne pouvait pas être plus serré, là, à 49,4 versus 50,06. Mais c'était relativement quand même civilisé. Mais on a quand même réussi à faire ça sans qu'il y ait de perte de vie puis sans qu'il y ait de manifestations violentes. Et tout le monde était admiratif, le monde... Au complet, parce que ça se passe pas comme ça normalement ailleurs dans le monde. Donc... Ça, c'est quelque chose qu'on peut être fier et on peut s'enorgueillir au Québec. On a des racines démocratiques profondes, puis il ne faut pas les perdre. Puis c'est pour ça que je me bats pour que le Parti conservateur aussi soit à l'Assemblée nationale. Je reviens avec ça. C'est important que les voix soient entendues. C'est important qu'il y ait des débats. C'est important que quand on pense pas pareil... Moi, là, je vais sur toutes les tribunes. Là. Je me demande pas, ils sont-ils membres du Parti conservateur avant d'accepter une invitation? Là. C'est important que ce dialogue-là soit maintenu puis soit même renforcé. Puis il y a eu des reculs récemment au Québec. Il faut être conscient de ça. Là. Je pense que... Puis là, je parle même pas de la société américaine. C'est un autre univers. Puis il y a tout ça. Puis ils vont régler leurs propres problèmes eux-mêmes. C'est pas nous autres qui a à se mêler de tout ça. Mais au Québec, on a une dérive. On a de l'exclusion. Moi, je pensais pas que ça m'arriverait. Là. Il m'est arrivé une histoire il y a peut-être 3-4 ans. Tu sais, je m'en allais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je m'en allais faire une tournée comme j'en fais à toutes les semaines ou à peu près. Je fais des tournées dans toutes les régions du Québec. Et... on avait réservé des restaurants pour des rassemblements où j'allais rencontrer du monde. Et là, il y a un restaurateur qui publiquement est sorti pour me dénoncer, pour dire qu'il ne voulait pas m'accueillir dans son restaurant, que j'étais pas le bienvenu pour aller manger chez eux parce qu'il pensait que c'était le Parti conservateur. Mais quand il a su que je faisais partie des invités qui allaient être autour de la table, il a annulé notre événement. Puis pire que ça, il est sorti dans les médias pour nous dénoncer, pour dire qu'il ne voulait absolument pas que j'aille chez eux. Il y en a même un qui est sorti pour dire que si je rentrais dans son restaurant, je sortirais les 2 pieds devant. Mais en passant, tu sais que la loi ne lui permet pas. Non, c'était illégal. C'est illégal. Mais sauf que, tu sais, je m'obstinerai pas. Non. J'ai pas envie de manger à la soupe qui va me servir sans savoir ce qu'il va dedans. Mais c'est juste pour vous... Tu sais, moi, ça a été la première fois où j'ai été confronté personnellement à la culture de l'annulation. Ça, c'est la culture de l'annulation comme ça se peut pas. Là. Et je savais pas trop comment réagir. Et puis après ça, il est arrivé d'autres événements. J'étais invité dans des institutions publiques, là, dans des cégeps ou dans des universités. Puis là, on a tout fait. L'association étudiante ou des groupes de gauche radicale se sont mis à empêcher la tenue de l'événement. Il y a des conférences qui ont dû être annulées, où il y a des fois, même la sécurité s'en est mêlée. Moi, j'ai lancé un livre aussi. Là. C'était lequel? C'était Libérez-nous des syndicats. Et on lançait ça. Je devais lancer le livre à Montréal. Et là, des menaces de mort sont entrées autant auprès du restaurateur qui nous accueillait que moi. La police s'en est mêlée parce que sur les réseaux sociaux, ça a commencé à déraper. Il a fallu qu'il fasse un périmètre de sécurité. On a fait ça avec des détecteurs de métal, puis avec de l'escorte policière. Puis ils ont quand même réussi, les carrés rouges, à rentrer dans l'événement et à perturber notre événement, malgré les cordons de sécurité. Fait que tu sais, c'est pas nouveau là, qu'on vit. Ça fait quelques années là, qu'on vit des choses comme ça. Puis il faut arrêter de tolérer ça. Il n'y a pas de place pour ça. Puis c'est facile pour moi de dénoncer les gens qui m'ont attaqué, mais il faut aussi dénoncer ceux qui ne pensent pas comme nous, qui sont aussi victimes du même traitement.
Et parce que ça arrive de tout bord, de tout côté, là. Et donc, puis même, tu sais, je l'avais fait, là, je me souviens que je pense que c'était le ministre Jean Boulet qui a été victime de ça aussi. Hein. Ils ont réussi à perturber ces événements puis à empêcher ces discours, notamment. Je pense que c'était la Chambre de commerce ici à Montréal il y a quelques mois. Moi, je l'ai dénoncé. Je pense que je suis le seul autre parti qui a dénoncé ça. Parce que c'était important de... Tu sais, je suis pas d'accord du tout avec la CAQ, là, c'est pas ça le point. C'est qu'ils ont le droit de se réunir, puis ils ont le droit de se parler entre eux, puis ils ont le droit de pas craindre pour leur sécurité. Et, mais il va falloir qu'on fasse la première étape, là, c'est qu'on prenne conscience qu'il y a un danger et qu'il y a une dérive à l'heure actuelle au Québec. Là. C'est pas juste aux États-Unis. Ouais. Alors, comme le temps file, j'aimerais quand même qu'on aborde deux, trois petites choses là avant de conclure. Là. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes impressions du remaniement ministériel de M. Legault, des priorités qu'il a établies? Qu'est-ce que tu en penses là, comme chef de parti? D'abord, le remaniement, c'est sûr que l'attente de la population, c'était pas qu'il change de quelques ministres de place. Ça aurait été que François Legault quitte. Je pense que on est rendu là. Je pense que les carottes sont cuites. Là, le jugement est fait. On n'a jamais eu un premier ministre aussi impopulaire de l'histoire du Québec, en tout cas depuis qu'on fait des sondages. J'ai jamais vu ça. Un parti au pouvoir qui est en 4e place dans les sondages, que dans son meilleur comté, il finit à 7 % dans une élection partielle. C'est du jamais vu au Québec. Là. Donc, il a atteint les sommets d'impopularité. Puis je pense qu'il en est responsable. Moi, j'ai pas de pitié pour lui, là, mais je pense que c'est pas un jeu de chaise musicale avec des députés d'arrière-ban qui bougent de place qui va changer grand-chose. Cela étant dit, il y a quand même des bonnes nouvelles dans le remaniement ministériel, il faut le dire. Là, je vais parler pour la région de Québec d'où je suis. L'arrivée de Bernard Drinville à l'environnement, je pense que c'est quelque chose de positif. Je pense qu'il va... ça va être plus facile pour lui, notamment, d'abandonner l'interdiction d'acheter des véhicules à essence. Sur le 3e lien, je pense qu'il ne mettra pas des bâtons dans les roues au nom de l'environnement pour un projet que la population de Québec souhaite. Le fait qu'à Québec, maintenant, on a aussi le ministre des Transports, ça, je pense que c'est important qu'il reste à Québec. Les gros enjeux de transport, c'est le tramway à Québec, puis c'est le 3e lien à Québec. Je pense que c'est important d'avoir un ministre de la région qui comprend bien la réalité locale. Le fait que le ministre de la capitale nationale soit un député qui, si on suit le tracé du Parti conservateur du Québec, le 3e lien arriverait dans son comté. Je pense que ça aussi, c'est un bon élément pour nous. C'est un bon argument de vente. Fait que de ce côté-là, j'étais content des changements. C'est sûr que les joueurs les plus importants, malheureusement, n'ont pas bougé. Je pense que la ministre de l'Économie qui a défendu la filière batterie Nordvolt puis Lion Électrique est encore ministre de l'Économie au moment où on se parle. Oh, c'était avant elle. Oui, non, mais elle l'a quand même fait récemment encore, là, quand il y a eu elle continue de dire que ça avait été un bon investissement puis que n'importe qui aurait fait la même chose. Ouais, puis ils ont une bonne moyenne au bâton puis que les arguments. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise? Que son gouvernement... mais c'était une erreur puis qu'on fait un virage puis que c'est pas... le gouvernement fera plus ces erreurs-là puis qu'on abandonne cette filière-là. Mais bon, le ministre des Finances qui a enregistré le pire déficit de l'histoire du Québec est encore aux commandes du ministère des Finances. C'est un conservateur, Éric. Un conservateur avec le pire déficit de l'histoire du Québec, ça prend quoi pour être pas conservateur? C'est comme... c'est Boissonneau aussi, c'est un conservateur. C'est ça, selon vous autres, vous avez des drôles de définition. Non, mais là... Mais après ça, je dis conservateur dans le sens qu'il s'est présenté pour les conservateurs au fédéral. Il y a plusieurs années, mais de toute évidence, lui aussi, il a évolué, ou il a changé, ou il a... le ministre de la Santé, hein, je pense que le Santé Québec puis les Top Guns, ça n'a pas été un succès. Malheureusement, ça va être encore le même ministre de la Santé qui va rester aux commandes. Donc, les ministères, on parle des 3 ministères vraiment les plus importants au gouvernement, n'ont pas changé. Mais tu dois être content. Encore moins. Tu dois quand même être content de bouler au travail. Il y reste, mais je veux dire, lui... il a passé quelques législations que moi, j'ai appuyées publiquement. Mais là, il y en a... Il y a d'autres choses qui s'en viennent, là, je pense que... Ben oui, là, c'est sûr que là, le Parlement a été prorogé. Fait que là, tous les projets de loi qui étaient présents, qui étaient débattus, qui n'avaient pas encore été adoptés, sont tous morts au feuilleton. Il va y avoir un discours inaugural dans les prochains jours. Il va y avoir des nouveaux projets de loi qui vont devoir être débattus. Ça se peut qu'ils vont présenter les vieux projets de loi. Ils vont être obligés de les représenter puis de recommencer le processus à zéro. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est trop tôt pour dire ça. Mais pour revenir au remaniement, il y a eu, en parallèle du remaniement, il y a aussi le discours du premier ministre qui est important parce qu'il a parlé de ses 4 priorités et on a vu qu'il y avait un virage un peu plus à droite. En tout cas, c'est comme ça que ça a été interprété par tout le monde, par moi le premier. Est-ce que tu es convaincu à une année des élections, après presque 8 ans, qu'ils disent c'est le temps de mettre nos culottes ou je sais pas trop quoi qu'il a dit, puis on va se mettre au travail? D'abord, c'est ça. Le problème de François Legault, c'est pas ce qu'il dit, c'est qu'il n'a plus la crédibilité pour le dire. Il nous a promis ça. Moi, j'ai voté pour François Legault en 2018.
Il me promettait qu'il allait exploiter notre gaz naturel, qu'il allait faire du Québec la Norvège d'Amérique. Il me promettait qu'il y aurait du privé en santé. Il me promettait qu'il allait réduire la taille de la fonction publique. Une vallée de l'innovation. Il me promettait un déficit zéro. Tu sais, il est arrivé avec le pire déficit. Il a embauché entre 10 et 50 000 employés, dépendamment si vous calculez juste la fonction publique ou les employés de l'État. Et là, il y a Cruella, là. Ah oui, il y a Cruella. Quel premier ministre fait ça? La journée que tu nommes ta présidente du Conseil du Trésor, t'as qualifié de Cruella. Je veux dire, il fait exprès. D'habitude, c'est nous, c'est notre job comme opposition de trouver des qualificatifs péjoratifs. C'est pas le rôle du premier ministre. Non, mais pensez-y. Là, qu'est-ce qui te choque? C'est qu'il ait fait cette blague-là ou qu'il ait enlevé ta meilleure... Il a enlevé notre liner. Il t'a scoopé, tu sais. C'est ça. Fait qu'écoute, non, mais c'est pas chic. En même temps... Mettez-toi à sa place, non, la alors, pauvre fille. Ça, c'est pas chic, on s'entend. On s'entend que c'est pas chic. Mais il reste que t'es pas en... Comment dire? Tu serais pas en contradiction avec le mandat qui lui est donné de faire un peu le ménage. Je suis sceptique, très, très sceptique, parce qu'il n'a pas fait le ménage, il a foutu le bordel depuis 7 ans. Mais si jamais il veut faire le ménage, moi, je suis en politique pour faire avancer des idées. Si même je peux contribuer à aider puis à défendre ces idées-là sur la place publique, je vais le faire. Et puis d'ailleurs, je l'avais rencontré, moi, François Legault. Je ne l'ai pas rencontré pendant la pandémie, par exemple, rassurez-vous. Je n'ai pas amené de bouteille de vin. Mais j'ai rencontré François Legault il y a 2 ans. Il nous avait invité chaque chef de parti à des moments différents. J'avais passé un bon 2 heures dans son bureau avec chacun notre conseiller principal. Et j'y avais parlé de tout ce qui se passait, de toutes nos idées, puis il voulait prendre des notes, puis il voulait collaborer sur certains dossiers, tout ça. C'était très constructif. On devait le faire à tous les 6 mois. Ça fait 2 ans, il ne m'a jamais rappelé. Je ne sais pas s'il l'a fait avec les autres, mais je pense que s'il le faisait maintenant, je pourrais effectivement l'aider. S'il veut effectivement ouvrir la porte pour du privé en santé, s'il veut effectivement avoir moins d'employés de l'État, s'il veut effectivement réduire les dépenses, s'il veut réduire la taille de l'État, s'il veut... Tous les enjeux qu'on a, nous autres, là, ça fait des années qu'on pense à ça. Puis c'est ça la différence entre un conservateur et un ADéquiste. Monsieur Legault, il fait ça pourquoi? Parce qu'il regarde les sondages. Mon Dieu, les conservateurs sont rendus 2 fois plus populaires que les solidaires. Fait que, oups, je vais partir de la gauche, je vais m'en aller à la droite, ça a l'air d'être plus payant de ce bord-là. Nous, on le fait pas par opportunisme ou par sondage. Moi, là, j'ai mes convictions que j'ai, puis les gens qui sont d'accord avec moi, ils me suivent, puis les gens qui sont contre moi, ils me combattent. Mais comment tu pourrais l'aider? Parce que là, tu as dit que je pourrais l'aider. Premièrement, je vais défendre ces idées-là sur la place publique. Puis deuxièmement, écoutez, là, si par exemple, là, Bernard Drinville décide qu'il va reculer sur la vente des véhicules obligatoires, des véhicules électriques au Québec, ben nous autres, on a déposé un mémoire de 30 pages. Tous les arguments, on les a. Ça fait des mois, des années qu'on collecte les données, qu'on étudie cette question-là d'un point de vue contraire à celui du gouvernement. Puis les arguments, c'est pas eux autres qui les ont, là, c'est nous autres. Et donc, moi, ça va me faire plaisir de partager tout ce qu'on a avec eux. Là. Mais est-ce que ça risquerait pas de lui faire mal? Parce que, tu sais, je veux dire, finalement, c'est peut-être un cadeau empoisonné. C'est-à-dire, Éric Duhem vient, l'aide, mais au final, peut-être que lui, il le voit pas comme ça. Il le voit plutôt comme étant quelque chose qui pourrait lui nuire. Bien, c'est sûr que si ça se produit, parce qu'on est loin de la coupe aux lèvres, là, mais si ça se produit, puis si effectivement M. Legault est sincère, puis il commence enfin à tourner à droite, les gens, c'est possible que beaucoup de gens ils vont préférer l'original à la copie. Puis c'est sûr que l'original, c'est le Parti conservateur du Québec, c'est pas la CAQ, on s'entend. Donc, politiquement, il y a un risque, mais de continuer à la gauche, je regarde les sondages depuis 3 ans, puis je pense qu'il y avait un risque aussi, là, puis ils commencent à voir que le risque, il leur coûte cher. Là. Donc, je veux pas être triste là, pour les caquistes, là, mais je vois pas de voie d'issue de secours pour eux. Là. Je vois pas comment M. Legault pourrait effectivement retrouver sa popularité d'antan. Puis je comprends pourquoi il veut venir là, parce que quand il disait ça, quand il y avait un discours conservateur, moi, j'ai rien inventé, là. J'avais voté pour lui, c'est pas pour rien. Quand il y avait ce discours-là, il a connu une popularité, c'est comme ça qu'il s'est fait élire. Fait que là, il est nostalgique 7 ans plus tard, puis il se rend compte que ça va nulle part son affaire. Et là, il veut revenir là où il était. Mais ceux qui sont à gauche vont pas aller avec lui, puis ceux qui sont à droite le croient plus. Puis comme j'ai dit cette semaine à plusieurs reprises, quand t'es pas cru en politique, t'es cuit. Ouais. Donc, il est cuit. Ben justement, à ton avis, penses-tu vraiment qu'il va faire la prochaine élection? C'est sûr que comme chef de parti, t'as aucune autre ligne que tu puisses dire. Là. Ils disent toujours qu'il reste là jusqu'au jour où il annonce qu'il démissionne. Ouais. Mario Dumont, il dit que si il arrive... C'est-tu Mario Dumont? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faudrait qu'il arrive à 20% dans les sondages d'ici décembre pour espérer
enfin, en tout cas, pour avoir la crédibilité de demeurer plus longtemps. Est-ce que c'est le genre de choses que tu peux dire? Moi, je pense pas qu'il va... C'est Rodolphe Ousni, peut-être? Oui, je me souviens plus. Je sais pas c'est qui, mais je l'ai pas vu. En tout cas, j'ai écouté ça à LCN à un moment donné, là, mais... Mais écoute, moi, j'y crois pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense que M. Legault va partir. Moi, je pense qu'il a perdu sa fenêtre d'opportunité. Pour partir, il aurait dû partir en début d'année. Tu sais, quand on regarde là, la séquence des trucs, là, il fallait qu'il parte à ce moment-là. Il a choisi de s'accrocher pour toutes sortes de raisons qui lui appartiennent, là. Et je pense que là, parce que plus il attend, là, l'autre problème qu'il y a, il va partir, là, mais il donne moins de temps à ce qu'il y ait une succession. Il n'y a pas de dauphin naturel à la CAQ. Hein? On se demande tous probablement que si on faisait un jeu qui va être le prochain chef de la CAQ, on aurait 3 réponses différentes. Non, mais c'est ça, c'est pas clair. Là. Tout le monde a une réponse différente. On peut faire l'exercice. Ça va être qui le prochain chef de la CAQ? Moi, pour remplacer Legault? Moi, je pense que Simon Jolin Barrette a des ambitions. Moi, jusqu'à il y a 2 semaines, je voyais Geneviève Guilbeault avec la commission Galant, not sure. Pas trop ça. Écoute, qui pourrait... C'est dur de dire. Non, mais demain matin, ça pourrait peut-être être Christian Dubé, parce que c'est peut-être celui qui, à l'intérieur de l'équipe, a plus le contrôle sur les troupes. Ça, c'est la thèse de Gaétan Barrette, qui n'arrête pas de le dire à la télé. Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, qui dit que si François Legault venait à partir d'ici début janvier, que Christian Dubé changerait d'idée, déciderait de se représenter pour devenir PM. Fait que tu vois, on a 3 réponses différentes, puis probablement que s'il y avait 5 personnes, il y aurait 2 autres réponses différentes aussi. Mais il n'y a pas de successeur clair, et il n'y aura pas beaucoup de temps, parce que faire un budget, là, ça se prépare pas en 2 semaines. Là, si tu veux laisser le temps, puis le budget, il faut qu'il y en ait au printemps. Fait que là, chaque semaine qui passe, ils sont déjà en train de le préparer, le budget. Là. Fait que le prochain premier ministre ou le prochain chef de la CAQ ne pourra pas laisser sa marque, puis il va se ramasser tout de suite en élection, puis c'est casse-gueule. Ça, quand quelqu'un qui arrive, là, ça fait des Michael Ignatieff, puis ça fait c'est à la dernière minute, tu remplaces un Kim Campbell, c'était ça qui est arrivé aussi quand Brian Mulroney ça fonctionnait pour Carney. Oui, mais Carney, c'était un peu différent. Le contexte, c'était complètement... on était dans une guerre tarifaire. Le gars, il y avait quand même une image publique. Il y avait... Le parti avait... Il est plus conservateur. Ah oui, beaucoup. Il y avait, le parti avait quand même des assises beaucoup plus importantes. Ça, c'est l'autre problème. La CAQ, là, est-ce que ça déracine? C'est un arbre, il y a des feuilles, là, mais quand tu tires, est-ce qu'il y a quelque chose en fondation, dessous? Tu parles de la fondation. C'est quoi la base? Ouais. Moi, j'ai 63 000 membres. Comment c'est que M. Legault, il y en a aussi peu? Ça fait beaucoup plus longtemps que moi que ça existe, la CAQ. Comment c'est qu'ils n'ont jamais eu une base militante? Comment c'est qu'ils n'ont pas d'association de comté? Comment c'est qu'il n'y a personne qui achète des cartes de membres de ce parti-là puis veut travailler pour eux bénévoles? D'ailleurs, c'est pas juste à ce parti-là. Il y a toutes les partis en termes de membership. Mais lui, il est au pouvoir, par exemple. Mais écoute, moi, j'ai jamais vu ça, un congrès où c'est des staffers politiques au micro qui défendent des propositions. Là. J'avais jamais vu ça à la CAQ. Puis tu vas dans un congrès de la CAQ, à part les députés et les staffs politiques, je te dis, ça se compte ses doigts d'une main, le monde qu'il y a là. Fait que c'est quand même un parti qui n'est pas un parti politique au sens traditionnel puis grassroots, là, je peux le dire en français, là, mais la base. La base, mais c'est ça. C'est un parti qui n'a pas de solage. C'est bâti direct sur le plan, sur le sable. Donc, quand il arrive une vague, il ne reste plus rien. Ouais. C'est ça qui risque d'arriver aux prochaines élections. Alors, Éric Duhem, l'an prochain, bien sûr, tu te présentes. Je comprends que ton futur comté n'est pas encore déterminé ou annoncé. Donc là, ni même choisi. Non, mais c'est ça que je pensais. C'est ça. Puis donc, tu vas travailler, toi puis ta gang, à trouver les 124 autres candidates. La première fois où tu es passé ici, il y avait un petit bout de Politiquement parlant qui a atterri, je crois, à LCN. Ah bon? Ben oui. Ah oui. Mais c'était le. C'est ce que j'avais dit. C'était la possibilité d'aller aux conservateurs, de te présenter au conservateur. Okay. Ouais, c'est ça. Mais je vous avais dit que j'y allais pas. Ouais. Mais non, t'avais dit, c'est ambigu. C'est 50-50. Non, t'avais dit, c'est pas, c'est 49-51. Non, j'ai dit que je projetais le 51 plutôt, mais j'avais dit qu'effectivement, c'était une question difficile parce qu'il y avait du pour et du contre, mais que j'allais rester au Parti conservateur pour les raisons X, Y, Z. Là. Bon, alors évidemment, je sais que j'aurai pas de réponse, mais je vais m'essayer pareil. Là, mais tu sais, je veux dire, là, il y a une élection... Ça va-tu passer à LCN, ce cas-là? Une élection provinciale l'an prochain. Oui. Ça sera peut-être la bonne cette fois-ci, puis tu seras peut-être élu député et tu seras un des chefs de parti reconnus à l'Assemblée nationale. Mais, puis là, je te dis pas que c'est ce que je souhaite, hein, je te pose juste la question, mais admettons que ça n'arrive pas. Est-ce que tu considérerais
à ce moment-là, viser le fédéral, parce que je crois quand même que tu es en communion d'idées avec M. Poilievre sur plusieurs affaires. Écoute, ça n'a jamais été un secret que Pierre Poilievre et moi, on est des amis de très longue date. Ça fait 20... Dans quelle année? Là? Ça fait plus que 25 ans que je connais Pierre. Et je l'ai même dit publiquement, là, c'est quelqu'un qui même, quand j'ai été candidat de l'ADQ en 2003, donc il y a 22 ans, Pierre était pendant un bout de temps venu habiter chez moi, puis il m'aidait à faire campagne dans la circonscription de Deux-Montagnes pour l'ADQ. Oh. Donc, écoute, Pierre Poilievre connaît Deux-Montagnes et Saint-Eustache. C'est quelqu'un qui connaît bien le Québec, qui parle très bien français. Vous l'avez vu aussi pendant la campagne électorale. Puis il était curieux, puis il était jeune à l'époque, là, mais il était curieux de mieux connaître et de s'imbiber de la politique québécoise, puis c'est tout en son honneur. Donc, c'est quelqu'un que je connais de longue date, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Cela étant dit, j'ai choisi de faire de la politique au Québec. J'espère que les Québécois vont me faire confiance. C'est évident que la prochaine campagne, pour nous, c'est une campagne charnière. Là. C'est pas une victoire symbolique qui doit nous attendre. Là. Il faut que la victoire, ça résonne en termes de siège à l'Assemblée nationale. Ça, je pense que c'est clair dans la tête de tout le monde, de moi le premier. Puis ultimement, c'est pas moi qui va décider. C'est les électeurs québécois. Comme vous autres, c'est le monde qui écoute, qui décide si ou non votre podcast continue. Je veux dire, c'est comme ça la vie publique et c'est le public qui décide. Puis j'espère que les gens vont choisir d'envoyer un fort contingent de députés conservateurs à l'Assemblée nationale du Québec pour la première fois en presque un siècle. Et je vais tout faire dans la prochaine année pour que ça soit un grand succès. Cela étant dit, pour venir au contenu de la question par rapport au fédéral, évidemment, en politique, on ne ferme jamais de porte. On essaie d'en ouvrir. Mais sincèrement, je pense que mon avenir il est plus à l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes. Okay. Bon, c'est une bonne réponse. Tu sais, un dernier petit truc, là. Tu l'as mentionné tantôt. Nous, on reçoit tout le monde sur ce podcast. À la même chaise était assis Gabriel Nadeau-Dubois, comment s'appelle l'autre porte-parole? Rouba Gazal. Il y a toi, il y a les libéraux qui sont venus. Il y a des caquistes qui sont venus, même si M. Legault n'est pas venu, lui. En tout cas, on reçoit tout le monde. Au fédéral aussi, on reçoit tout le monde. Alors, si tu as des amis chez les conservateurs fédéraux... Tu veux que Pierre Poilievre vienne? Je pensais pas que c'était ton seul ami chez les conservateurs fédéraux. Mais qu'il y a des députés conservateurs. Mais non, mais tiens, je sais pas, peut-être que si on le dit ensemble, avec filmé, enregistré, et j'aimerais ça que, pourquoi pas, M. Poilievre est plus que le bienvenu. Ça fait longtemps qu'on veut l'avoir. Oui. On a essayé par diverses façons. Mais en tout cas, si tu as un texto à envoyer à un de tes amis conservateurs, parce que figure-toi qu'on a reçu tout le monde, tout parti confondu, tout palier de gouvernement confondu. Nous n'avons jamais reçu de conservateur. Le plus conservateur qu'on a reçu fédéral, en tout cas, c'était Dimitri Soudas. Ouais. On a reçu Rodolphe Housny, qui est un bon conservateur aussi. On a reçu Alain Reyes, qui est un conservateur, même s'il n'a pas fini dans le caucus conservateur. Mais on n'a jamais reçu d'élus conservateurs. D'élus conservateurs. Et c'est pas parce qu'on veut pas. C'est parce qu'ils veulent pas. Mais pas ils veulent pas. C'est genre, je vais te dire mon impression, là. Ceux qui sont un peu contrôlés, peut-être. On l'a eu, la réponse. Là. Il y avait une ligne qui venait d'en haut, puis j'espère que ça va changer. Mais en tout cas, moi, la dernière question, Éric, on s'enligne, tu es déterminé, on met fin à la rumeur de fusionnement. À ta santé. Oui. On a tous suivi un peu l'aventure. Je te vois en forme. Je suis content, évidemment. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Effectivement, j'ai fait une crise cardiaque le 6 décembre dernier. J'ai pris, vous vous souvenez, un peu plus de 2 mois de convalescence. J'en avais besoin. J'ai suivi tous les traitements qui devaient être subis. J'ai eu les rencontres avec les cardiologues, tout ça, tout mon processus normal. C'est arrivé la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'ai eu ma dernière rencontre, où là, on m'a dit tout est correct. Tu vas faire à partir de maintenant, tu vas faire seulement une rencontre annuelle comme tout le monde avec ton médecin de famille. Il faudra que je m'en trouve un ou que j'aille au privé. et ça, c'est une anecdote, il faut que je vous raconte ça. Il me dit, il faudrait que tu refasses une demande pour avoir un médecin de famille. Je sais pourquoi. Il dit parce que dans ta demande, t'étais pas à ce moment-là, tu n'avais pas eu des problèmes cardiaques, puis tu n'avais pas eu le suivi qu'on vient d'avoir. Puis il dit là, si tu ajoutes ça à ton dossier, tu vas passer en avant. Parce qu'il m'a dit que les listes d'attente, dépendamment de notre compte, étant donné que j'avais, je sais pas, la dernière fois que j'ai fait, ça fait quelques années déjà que j'attends, que j'avais mis mon nom sur une liste d'attente,
Il dit là, tu étais une personne qui était totalement en santé, tu n'avais aucun symptôme, fait que tu n'es pas une clientèle qui aurait pu avoir un médecin de famille facilement. Mais là, peut-être que tu vas monter dans la liste d'attente si tu fais une autre demande puis tu parles de tes problèmes cardiaques. C'est quand même bizarre. Ouais. Oh, le système est épouvantable. Regarde, ça me fait de la peine parce qu'à la fois, on est tellement privilégié de vivre au Québec et d'avoir un système de santé. Puis, tu sais, quand veux pas, quand tu te compares, tu te consoles parce qu'il y a des endroits où ça n'existe pas. Mais en même temps, quand tu compares à ton équivalent ailleurs, au Canada ou ailleurs dans des pays qui ressemblent au Québec, au Canada, là, tu le vois qu'on est en bas. Là. On a beaucoup de notre compatriote québécois, canadien, mais d'origine française, qui, quand ils viennent de la France ici, là, ils ont peur quand ils vont dans des hôpitaux. Mais c'est fou, pensez-y. Là. Il y a 2 ans, 3 ans, je payais autant d'impôts. Mon taux d'imposition n'était pas plus bas. Puis, j'avais pas droit au même service parce que j'avais pas eu une crise cardiaque. C'est plus un système de santé universel. Ouais. C'est juste ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est complètement choquant de voir comment on traite le monde et sur quelle base, sur quels critères. Fait que là, parce que j'étais pas malade, moi, j'avais pas le droit d'avoir des services de santé, puis parce que j'ai eu des problèmes, là, maintenant, tu vas avoir le droit d'avoir un médecin de famille. Ça tient, le système est vraiment malade. C'est pas les patients qui sont malades. Le système est plus malade que les patients qui est censé soigner au Québec. Là. Mais ça va bien. Ça va, continuons. C'est ça le slogan qu'il faut dire. Non, je parle de toi. Toi, ça va bien. Je pensais que tu voulais dire qu'au gouvernement, ça allait bien. Non, moi, ça va super bien. Inquiète-toi pas. Là, je suis capable d'encore faire des journées de 14-15 heures. J'en ai fait, écoute, pendant... C'est ça, Arthabasca, ça a été un bon test parce que j'ai travaillé 7 jours semaine pendant des semaines, pendant plusieurs heures par jour. Ouais. Et ça va très bien. C'est le travail du personne. Là, puis j'ai recommencé l'entraînement tranquillement, évidemment. Là, mais ça va super bien. Bon, Éric, c'est un plaisir de t'avoir eu une fois de plus. Merci pour votre 2e invitation. Fait que j'espère que je vais être le premier qui va faire votre 3 fois de suite aussi dans quelques années. Un coup du chapeau. Écoute, il y a des élections qui s'en viennent l'année prochaine. Certainement, on va faire une autre tournée avec les leaders des partis. Donc, tu recevras une autre invitation. Mais moi, là, en attendant, recevez Karim El Ayoumi. Je dis que vous allez l'aimer. Ouais, ça serait intéressant que vous le receviez, Karim. C'est pas fou du tout pour parler de santé. Nous, la porte ouverte à tout le monde. On l'a espéré avec Arthabasca. Moi, je l'espère toujours pour 2026, Éric. Ça va arriver. D'ici là, regarde, je pense qu'on va avoir l'opportunité de se revoir. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à tout le monde. Passez une belle journée. On se voit très bientôt avec un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Bye.